Alors bonjour, bienvenue à ce deuxième cours de création littéraire, cette fois-ci consacré à l'écriture sous contrainte. On va aujourd'hui, pour la seule fois dans la session, consacrer le cours tout entier à un exposé magistral. Il y aura un petit atelier, vraiment très, très facile, très court, mais d'ordinaire, nos cours pour les semaines à venir vont être séparés en deux parties. Une première magistrale et une seconde qui consistera en un atelier dont j'ai expliqué un petit peu les tenants et aboutissants lors de la présentation du plan de cours. Et vous verrez très rapidement comment on va s'habituer à ce cadre. On va peut-être faire une petite expérimentation, un petit test à la fin de la séance aujourd'hui. Il se pourrait, s'il reste encore des gens là en ligne, qu'on fasse un test de quelques minutes juste pour voir si on peut facilement vous séparer par groupe. Et puis, ça ne m'inquiète pas trop, mais c'est vous ramener ensemble dans la salle de classe virtuelle après qui m'inquiète, qui me turlupine. Alors, je voudrais, avant qu'on fasse ça la semaine prochaine et pour le reste du trimestre, qu'on fasse un petit test pour s'assurer que tout fonctionne bien au niveau technique. Et si jamais il y a des difficultés, il y a des accrochages, bien, on pourra régler ça avec le service de support technique. Voilà. Alors, je suis content de vous voir si nombreux. C'est un cours qui est maintenant à 38 ou 39 inscriptions. C'est une très bonne nouvelle, mais ça va compliquer un peu les choses au niveau logistique. Parce que des fois, bon, dans les ateliers, avec un si grand nombre, il va falloir s'assurer de ne pas faire des équipes trop grandes, mais c'est un beau problème. C'est un problème qui fait plaisir à voir. Je vais commencer par partager le PowerPoint et on va regarder le sommaire. Ici, voilà, vous devriez le voir s'afficher à l'instant. Et commencer par un petit détail de cuisine. Je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait se procurer, bien sûr, le livre obligatoire, la Bible de l'apprenti auteur. J'espère que vous avez pu mettre la main dessus à la coop ou sinon le commander via Internet sur Amazon ou un autre distributeur. Il est chez Renaud-Bré aussi. Vous pouvez aussi l'acheter en version électronique. Ça peut être pratique. C'est téléchargeable en format PDF notamment. Et il faudrait commencer à le lire dès cette semaine. Alors, pour l'autre cours que je donne, j'ai fait un calendrier de lecture très détaillé parce qu'il y avait plusieurs titres à lire, mais dans ce cas-ci, il n'y en a qu'un seul avec Paul Kazak. Et vous comprenez qu'il faut avoir lu le roman de Paul Kazak avant la rencontre avec l'auteur. Pour ça, on va procéder par partie, par section. À chaque semaine de cours correspond une partie. Alors, il y a 7 ou 8 parties, je pense. Ça va nous mener à la mi-session et c'est correct, c'est normal parce qu'il y a des choses qu'on veut avoir vues avant d'entreprendre le travail final. Il y aurait peut-être moyen d'optimiser ça en faisant lire des parties avant d'autres. Je pense notamment à l'écriture de la nouvelle qui s'en vient. Vous verrez si vous voulez prendre de l'avance, mais normalement, on va se donner ce rythme de croisière où on lit une section par semaine. Vous allez voir, ce n'est pas trop difficile. Cependant, il se peut que vous ayez l'impression que ce n'est pas pertinent pour notre propos de la semaine, telle ou telle section, mais vous allez voir qu'au final, tout ça a un sens puisqu'il s'agit de vous mettre au parfum, finalement, des tenants et aboutissants de la réalité de l'auteur, de la vie d'un auteur. Et ça passe par le processus d'édition et des détails très techniques des fois. Alors, ce n'est pas seulement des trucs d'écriture, des trucs pour chercher l'inspiration, c'est aussi des détails qui concernent davantage le domaine de l'édition. Et là, pour ceux qui sont en éducation ou qui sont en art ou qui n'ont pas l'ambition de devenir écrivain, vous allez peut-être vous sentir largué pour ces passages-là, et je le comprendrai, mais c'est quand même intéressant de se projeter un petit peu dans ce métier, de voir un peu en quoi ça consiste, essayer de comprendre l'ensemble de l'adéquation. Alors, je vous invite quand même à patienter, à persévérer, en fait, et à lire ces parties, même si elles vous concernent peut-être moins directement. Vous allez en retirer un certain profit, c'est certain, enfin c'est sûr, dans votre compréhension de ce que c'est finalement que la création comme métier, vécu comme métier. Alors, on a aujourd'hui un sommaire ambitieux, on a 4 points à l'ordre du jour et j'ai l'habitude dans ce cours de commencer par une petite réflexion que je vous propose comme ça, en guise de petite bouchée, là. Et celle-ci est tirée de André Gide, de mise en bouche, j'allais dire. Jette mon livre, dis-toi bien que ce n'est qu'une des 1000 postures face à la vie, trouve la tienne. Et c'est une très belle réflexion. Là, ma caméra vient de lâcher, ce qui va arriver parfois.
c'est une très belle réflexion qui vaut aussi bien pour mon cours. Hein. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je vais dire dans les prochaines semaines, c'est ma conception des choses, c'est ma façon de voir la création littéraire. Au terme de l'exercice, il vous faudra trouver la vôtre. Je ne voudrais pas en aucun cas vous imposer ma conception stylistique, mon rapport à l'écriture personnelle. Je tiens à ce que vous soyez capable de vous exprimer de votre propre voix. Et c'est très important de faire votre miel de ce que je pourrais vous apporter, de ce que je pourrais contribuer, mais au final, c'est votre contribution à vous qui importe. Alors, il y a des gens qui arrivent encore, je vais les admettre. Alors, au sommaire aujourd'hui, vous avez ces 4 points, donc, de l'imitation comme mode de création, l'art du pastiche, délire surréaliste, 3e point, et 4e point, contrainte oulipienne. Alors, vous voyez qu'on va parler de toutes sortes de choses. Et d'abord, on va entreprendre de réfléchir à l'imitation dans une perspective où elle peut être mise au service de la création, l'imitation. Et on va faire un petit parcours historique. Et ça, c'est une des formations professionnelles. Je suis historien de la littérature aussi et je ne peux pas m'empêcher toujours de remonter au calendrier grec. Alors, vous allez voir que ça arrive quelquefois dans le cours du trimestre. Mais je pense que c'est important pour bien ancrer notre pratique de réfléchir aux valeurs stylistiques qui ne sont pas les mêmes à travers l'histoire. Aujourd'hui, ce qu'on valorise en littérature, ce n'est pas du tout ce qui était valorisé au 17e siècle, par exemple, ou encore au Moyen Âge. Et c'est important de se donner un aperçu de l'évolution des goûts, des attentes du lectorat pour essayer soi-même de subvertir ces attentes, de les rencontrer si on le souhaite. S'il s'agit de faire œuvre originale, c'est important de voir ce qui s'est fait avant pour pouvoir s'en démarquer. Alors, on va voir que cette valeur d'originalité, elle n'est pas universelle et elle n'a pas toujours existé. Il y a eu de longues périodes dans l'histoire où l'originalité n'était pas une plus-value. Au contraire, c'était même déconseillé d'essayer de faire preuve d'originalité. Alors, on va réfléchir à ça parce que on doit se situer dans le cadre de ce cours par rapport aux valeurs stylistiques contemporaines et aussi en regard de l'écriture sous contrainte. Parce que je vous le donne en mille, votre prochain devoir portera sur ça, justement, l'écriture sous contrainte. J'ai reçu déjà votre premier. Je regardais tout à l'heure sur le site de Moodle des travaux très nombreux qui sont entrés. J'en ai 19 là-dessus et j'en ai au moins 12 sur Gmail, l'adresse création.littéraire@gmail.com. Il en manque quelques-uns sans doute qui vont arriver dans le courant de la journée, j'en suis certain. Quelques autres ont été adressés par erreur à mon adresse personnelle, luc-vaillancourt@commercial-uqac.ca. Ne l'utilisez pas, celle-là. Ma boîte courriel est sur le point d'exploser. Il se pourrait que je ne sois plus capable de recevoir de messages. Alors, il faut envoyer les travaux plutôt du côté de Gmail ou sur le site Moodle. C'est la seule façon, au reste, d'avoir un accusé de réception, d'être certain que le travail a bien été rendu. Évitez aussi de poser des questions quand vous envoyez un courriel à l'adresse Gmail parce que je ne les vois pas passer. Je ne consulte ces messages que lorsque vient le temps de corriger les travaux. Alors, si vous me posez une question, vous faites un commentaire, je vais le lire seulement quand je vais relever votre copie pour la correction. Donc, ça pourrait décaler ma réponse. Si vous avez des questions à poser, là, vous utilisez mon adresse Luc-Vaillancourt à commercial. Luc-Vaillancourt@commercial-uqac.ca. Je vois qu'il y a des questions. Alors, Marion Bibot demande, petit rappel, est-ce que les diapos seront partagés sur Moodle? Oui, tout à fait. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du trimestre, chacune des présentations sera versée sur Moodle dans les heures qui suivent, ainsi que l'enregistrement vidéo de la rencontre. Alors, voilà pour ça. Joliane demande, oui, bon, ils le sont, comme l'enregistrement. Merci. Joliane répondait pour moi. C'est bien gentil. Alors, je reviens à mon propos. Je disais donc qu'il faut faire attention pour la remise des travaux et que le prochain travail portera justement sur l'écriture sous contrainte. Alors, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, justement. Alors, ça vaut le coup d'être attentif parce que ça va vous servir très, très concrètement à préparer le prochain devoir. Heureusement, celui-là, vous avez plus d'une semaine pour le faire. Vous avez 2 semaines, en fait. Il n'est pas attendu la semaine prochaine, il est attendu l'autre semaine d'après.
Et à partir de maintenant, pour chacun des devoirs, vous aurez 2 semaines pour y réfléchir, pour y travailler, et vous verrez que ce n'est pas trop, 2 semaines. Je vous ai un peu bousculé pour ce premier devoir, mais c'est important pour qu'on puisse commencer le cycle des ateliers à partir de la semaine prochaine. Mais je ne vous ferai plus le coup, c'est promis. Je vais vous ménager un peu, même si parfois, il y aura peut-être des petits ateliers d'écriture dans le cadre de nos rencontres, comme aujourd'hui. Mais vous allez voir, c'est très facile, très ludique, très amusant. Alors, on reprend notre propos sur l'imitation comme mode de création et on entreprend de réfléchir donc à notre rapport à l'écriture en admettant d'emblée que la littérature est création au sens où elle produit des textes neufs. Alors, c'est comme ça qu'on le conçoit aujourd'hui à tout le moins. Pour nous, la création, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de jamais vu. Et création serait à entendre comme écriture d'un texte original. Et certainement, au 20e siècle, 21e siècle, même depuis le 19e siècle, c'est quelque chose qui est valorisé, faire preuve d'originalité. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y aurait lieu de se poser la question, de toute façon, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire preuve d'originalité? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut écrire quelque chose de tout à fait inédit, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui l'a précédé, qui rompt avec toutes les pratiques, les usages, les lieux communs, les motifs précédents. C'est à peu près inconcevable, en fait. Si on y songe bien, on se rend compte que l'écriture, la création, reprend toujours des modèles antérieurs. Et même quand on n'a pas beaucoup lu, et il y a des gens qui font exprès d'ailleurs, qui évitent de lire pour ne pas être influencés par leur lecture, ils veulent inventer une nouvelle forme de roman d'amour, par exemple. Alors, ils vont fuir systématiquement les romans d'amour en se disant « je ne veux pas répéter les lieux communs ». Et même quand on fait ça, on retombe malgré nous dans des lieux communs qui sont véhiculés par ailleurs, à travers la télévision, le cinéma, la vie quotidienne, les conversations des uns et des autres. Alors, on n'y échappe pas vraiment. Et il n'y a pas de création tout à fait inédite. Et il faut l'accepter, l'assumer bien humblement et nous réconcilier avec la part de lieux communs qu'il y a dans le langage. On a appris à craindre le cliché et moi-même, je vous fustige quand vous utilisez des lieux communs. Je vous écris, bon, formule convenue en marge de vos copies. Et je vous invite à faire attention parce que je sais que c'est une valeur stylistique importante, l'originalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire des lieux communs, qu'on n'a pas le droit d'utiliser des clichés. Il faut juste en être conscient et le faire de façon assumée. Ce n'est pas toujours malvenu, un cliché. C'est même plutôt utile dans certains genres littéraires. Ça fait partie des attentes du lectorat et il faut apprendre à en jouer de manière intelligente à propos. Mais on poursuit notre réflexion sur ce rapport à la création et on remonte dans le temps un petit peu pour voir comment, par le passé, on a pu concevoir la création. Est-ce que depuis toujours, depuis que les gens écrivent, est-ce qu'on envisage le style, enfin l'écriture, de la même manière? Et on se rend compte que non, en fin de compte. Dès l'origine, et je parle ici surtout de l'Antiquité gréco-latine, on va avancer 2 façons de se représenter l'acte créateur. D'une part, il y a ceux qui croient que l'auteur est habité par l'inspiration divine, et ça va être notamment Platon, qui, dans ses dialogues, Ion, Phèdre, mais aussi d'autres, va développer cette idée de fureur poétique qui fait que le poète est, dans cette conception, habité par un dieu. C'est la doctrine de l'enthousiasme. Et le sens étymologique d'enthousiasme, c'est « un Dieu m'habite ». Le mot renvoie à ça. Là. Un Dieu parle à travers moi. Un Dieu m'habite. Effectivement, vous avez eu cette impression, peut-être quand vous avez écrit par le passé, d'avoir quelqu'un qui parle à travers vous. Vous êtes inspiré, ça s'écrit tout seul. C'est comme si quelqu'un dictait ce que vous avez à écrire, puis vous n'avez même pas à réfléchir et ça sort tout seul. On a tous, à un moment donné, eu cette impression, ce sentiment d'être inspiré. Et chez les Grecs, chez Platon, il y avait cette croyance en une inspiration divine qui faisait qu'à un moment donné, les muses, les dieux, Apollon par exemple, parlaient à travers nous. Et c'est ce qui démarquait les grands poètes des
poètes médiocres, c'est ceux qui étaient habités par l'inspiration ou qui ne l'étaient pas finalement. Alors, si on était chanceux et qu'on était l'ami des dieux, les dieux s'exprimaient à travers nous et ça donnait des trucs tout à fait hallucinants, hallucinés et inédits. Et si on était moins chanceux, ben, on devait se débrouiller avec son maigre petit talent personnel. Alors, conception qui va traverser l'histoire et qui va être reprise à différents moments, et notamment par les romantiques, qui développent cette idée de génie créateur, singulier, qui participe d'une inspiration presque divine. En tout cas, chez Victor Hugo, chez Lamartine, c'est très clair. Rimbaud aussi, il croyait à cette idée qu'on pouvait se faire voyant, on pouvait se mettre dans un état presque de transe et laisser quelque chose parler à travers nous, quelque chose de transcendantal, de mystérieux parler à travers nous. Et c'est certainement une conception partagée par plusieurs. Bon, j'ai encore des problèmes de caméra. Heureusement, je m'en rends compte assez rapidement. Alors, voilà, ça c'est la première conception, une conception qui s'étend dans la durée quand même, qui a ses partisans à travers l'histoire, à la Renaissance aussi, mais ce n'est pas la principale, ce n'est pas celle qui va s'imposer d'emblée. L'autre, c'est cette idée que le créateur est un artisan. Le mot poésie renvoie au verbe poién, verbe grec qui signifie faire, fabriquer. Alors, c'est dans la poétique d'Aristote et on retrouve ça ailleurs aussi, mais essentiellement, c'est Aristote qui a théorisé ça. Alors, pour lui, le créateur, c'est un artisan. Il n'est pas question d'inspiration chez Aristote. Ce n'est pas nécessaire. C'est un métier, le métier de créateur, et c'est une affaire de technique qu'il s'agit d'appliquer. Et c'est assez rassurant parce que ça veut dire que n'importe qui se donne la peine d'apprendre ces techniques, de les développer, va en venir à un degré de maîtrise éventuellement satisfaisant qui va lui permettre de créer des textes intéressants. On n'a pas besoin d'être l'ami des dieux, on n'a pas besoin de faire de libation aux muses et à Apollon, quoique ça peut être agréable, pour avoir de l'inspiration. C'est un processus finalement qui participe d'une technique, d'un apprentissage, d'un métier. Il s'agit de fabriquer des vers, de fabriquer des images, de fabriquer des textes et ça a quelque chose d'assez rassurant. Ce rapport à l'écriture qui est exprimé par Aristote, il est partagé par d'autres à travers l'histoire et notamment au 19e siècle par les Parnassiens. Ces partisans de l'art pour l'art qui croyaient très fort au travail technique et aussi par les membres de l'Oulipo, dont on va parler tout à l'heure, l'ouvroir de littérature potentielle, un groupe de recherche de littérature expérimentale qui croyait aussi au mérite du travail. Et vous allez avoir l'occasion, dans le devoir prochain, celui qui consiste en écriture sous contrainte, d'expérimenter un petit peu ces deux approches. D'une part, l'inspiration, la théorie de l'inspiration. Est-ce que c'est vrai que dans certaines dispositions, on peut laisser l'inspiration venir à nous et se mettre dans un état d'esprit où vraiment on est presque sur un pilote automatique, ou n'est-ce pas plutôt nécessaire de recourir à des techniques pour stimuler justement l'écriture? Alors, on va essayer d'expérimenter les deux. On poursuit. La littérature, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, n'existe pas encore à l'époque où Platon et Aristote tiennent ce débat en quelque sorte là, entre l'inspiration et la création comme technique. Il y a bien sûr des pratiques qu'on considère comme littéraires aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des poètes à l'époque contemporaine, bien sûr, de toutes sortes, il y a des écrits en prose et tout, mais cette littérature, elle n'est pas codifiée, elle n'est pas encore institutionnalisée, elle ne fait pas l'objet d'un commentaire critique et n'a pas tout l'appareil qu'on lui connaît aujourd'hui, là, qui l'accompagne aujourd'hui. Alors, elle n'existe pas encore et l'art de la composition relève essentiellement de la rhétorique, c'est-à-dire que qui parle de création, essentiellement les orateurs, les rhéteurs, les gens comme Aristote qui vont écrire des traités de poétique ou de rhétorique et vont la classer, la création, du côté plutôt du genre épidictique, par opposition au genre judiciaire ou au genre délibératif. Alors, les trois genres de la rhétorique à l'époque, dans la théorie rhétorique, ce sont ces trois-là. Et on sait
pas très bien où situer la littérature. On est encore un peu incertain par rapport à la place que devrait occuper la littérature dans le schéma rhétorique. Et on réfléchit à ça à travers le temps et ça va se développer et ça va devenir bien sûr plus étoffé à partir du moment où on commence à enseigner la littérature, où ça devient le fondement même de l'éducation. Alors, les premiers cours à l'école, c'est des cours de grammaire, c'est des cours de littérature où on apprend à lire, à penser, à écrire à travers le commentaire des textes littéraires. Alors, on en vient à opposer deux modes de création chez les Grecs, d'abord, dans la tradition antique, et ça va se poursuivre à travers le temps jusqu'à nous. D'une part, la poésis, qui serait pure invention, et d'autre part, la mimésis, qui serait imitation. Alors, l'idée d'une création technique chez Aristote, et le mot grec c'est techné, alors la techné chez Aristote, correspond notamment au principe de mimésis. Alors, Aristote pense que la façon de créer optimale, c'est de procéder par imitation, par reproduction. Le créateur est celui qui reproduit quelque chose d'autre. Alors, il peut reproduire le réel, mais il peut reproduire aussi le travail des autres et s'inspirer du travail des autres par émulation et à partir de ce rapport d'émulation, apprendre son métier. Donc, la techné poétique passe par un travail d'imitation. Alors que chez Platon et ceux qui l'ont suivi, très nombreux, il y a une conception qui relève plutôt de l'inspiration, de la fureur poétique, de cette idée que la poésie doit être peut-être pure invention, qu'elle ne repose pas sur des éléments de pratique, de technique. Alors, jusqu'au 18e siècle, l'originalité va être considérée comme un défaut, en fait. Et la vision qui va l'emporter, c'est celle plutôt de l'imitation, c'est celle d'Aristote, parce qu'on va se mettre à imiter les grands auteurs. Par exemple, on va se tourner vers Homère chez les Latins et tout le monde va s'employer à pasticher Homère. Et après ça, les écrivains du Moyen Âge vont vouloir imiter les grands écrivains de l'époque d'Auguste, Horace, Ovide, etc. Alors, on va plutôt s'appliquer à suivre des techniques, à écrire en suivant des techniques, en suivant des modèles, et c'est la vision qui va s'imposer. Alors, on a des auteurs comme Virgile qui va écrire une Iliade latine. Virgile, en quelque sorte, réécrit l'Iliade, mais version romaine. Racine, plus tard, on est au 17e siècle, va s'inspirer copieusement d'Euripide, qui est un dramaturge grec, et rien mettre vraiment du sien, en fait, ou si peu. Dans les histoires, en tout cas dans le détail des anecdotes, ces pièces sont vraiment largement inspirées du travail d'Euripide. La part personnelle, c'est bien sûr la composition des vers, le génie poétique singulier de Racine, et il ne faut pas rien lui enlever, il y a beaucoup de mérite à cet égard-là. Mais au niveau de l'invention, il n'a rien inventé, là. Il est allé chercher ses histoires chez Euripide. Pour nous, qui lisons aujourd'hui les deux, Racine et Euripide côte à côte, ça peut sembler un peu scandaleux des fois, ça ressemble à du plagiat, et c'est vrai chez Molière aussi. On a le sentiment des fois qu'ils n'ont rien inventé, mais il faut comprendre que ça faisait partie des valeurs esthétiques de l'époque et que ce travail d'imitation, il était tout à fait licite, même encouragé. De même, Molière imite Plaute et Terence, qui mieux, et personne ne trouvait à redire vraiment de ça. Quoique, vers la fin du 17e, 18e siècle, on commence à se demander si c'est la meilleure façon. Hein. Ça va donner lieu à la fameuse querelle des anciens et des modernes. Est-ce qu'on doit toujours imiter les anciens ou est-ce qu'on ne peut pas aussi faire preuve d'originalité et écrire des choses qui sortent de nulle part, tout à fait en rupture avec ce qui s'est fait précédemment? C'est une réflexion qui commence à se profiler à cette époque-là. On remonte plus proche de nous chez Bakhtin, qui est un théoricien de la littérature que vous allez rencontrer très certainement si vous poursuivez des études en littérature chez nous. C'est un des auteurs fétiches de François Ouellet, entre autres, Nicolas Xanthos aussi. Alors, on parle de la notion d'intertextualité. Et qu'est-ce que c'est l'intertextualité? C'est la circulation, la libre circulation des thèmes, des styles, des motifs entre les œuvres. Bakhtin va réfléchir au fait que dans les textes littéraires,
on retrouve toujours des citations, en quelque sorte, plus ou moins conscientes des autres. Il y a toujours, dans n'importe quel texte, des motifs qui font écho à d'autres œuvres du passé, que l'auteur aurait lu ou pas, c'est indifférent, parce que des fois, on reprend des choses sans savoir que ça a été exploité par quelqu'un d'autre, mais qui font qu'il existe comme une espèce de dialogue entre les œuvres constant, de sorte que jamais une œuvre ne sort de nulle part, jamais elle ne se démarque totalement du discours commun des œuvres qui l'ont précédée. Elle se situe toujours quelque part au confluent de plusieurs textes. Et cette libre circulation des thèmes, des styles, des motifs entre les œuvres n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il faut apprendre à le reconnaître, à l'admettre. C'est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas créer en dehors de rien du tout. Ça passe toujours par la récupération, par la reprise de certains motifs, de thèmes et d'emprunts stylistiques de toutes sortes. Alors, pour Genette, il y a cette idée qu'il y a toujours coprésence d'un texte littéraire dans un autre. C'est la notion de palimpseste qu'il a développée dans son œuvre théorique. C'est un théoricien de la littérature, un critique, et il prend cette métaphore du palimpseste. C'est quoi un palimpseste? C'est un manuscrit médiéval que l'on va gratter pour faire apparaître un autre texte qui était derrière. Alors, le papier coûtait très cher au Moyen Âge et souvent, pour économiser, on effaçait le contenu d'un volume au complet ou d'une page et puis on écrivait par-dessus. Alors, ce que la technique aujourd'hui moderne permet, c'est de révéler le texte qui était derrière, en palimpseste. Alors, c'est ce qu'on appelle un palimpseste, c'est un texte qui apparaît derrière un autre. Et la technique moderne, informatique notamment, nous permet même de voir plusieurs couches d'écriture. Il y a des manuscrits où on s'y est repris à 6 fois, où on a effacé 6 fois le texte pour en écrire un autre. Et l'ordinateur, avec un bon scanner, peut nous présenter les 6 versions du texte. Et parfois, ce n'est pas du tout le même texte, ça n'a rien à voir. Et on peut lire en palimpseste comme ça les différentes versions. Alors, elle sert à quoi cette métaphore chez Genette? À exprimer que tout travail d'écriture est en fait un travail de réécriture. On est toujours en train de réécrire sur le travail des autres. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Ça nous dédouane un petit peu de cette nécessité qu'on a, enfin cette croyance qu'on a au départ qu'on doit vraiment faire quelque chose de différent. Et ça nous donne une assise peut-être plus certaine, plus sûre, de s'appuyer sur les autres qui nous ont précédés et qui ont écrit avant nous. Et ce n'est pas nécessairement toujours inhibant, ce n'est pas toujours handicapant. C'est sûr que ça peut être intimidant de lire Victor Hugo quand on s'apprête à écrire quelque chose dans les mêmes eaux. Comment je pourrais faire aussi bien, c'est certain, mais on peut le voir autrement et dire qu'est-ce que je peux aller chercher chez Hugo comme modèle pour développer mon propre style à moi. On peut partir de ça, on peut partir de l'imitation et construire là-dessus. Alors, il y a un renversement qui va s'opérer au 19e siècle et qui va faire en sorte que l'imitation va être rejetée comme mode de création. C'est plutôt l'originalité qui va être mise à l'avant-plan et ça participe d'une part de l'individualisme romantique qui valorise la création originale. Vous avez des auteurs comme Victor Hugo, Charles Baudelaire, qui sont du côté de la transcendance, d'un rapport à la nature, à l'univers, à Dieu, où on renoue presque avec la théorie de l'inspiration de Platon. Le poète est un phare, le poète est un voyant, il doit guider le peuple vers la lumière. Ce sont des propos de Victor Hugo extrêmement orgueilleux. Et d'autre part, vous avez la bourgeoisie triomphante qui introduit la notion de propriété en littérature. Alors, au Moyen Âge, ce n'était pas du tout un enjeu, à la Renaissance non plus. On ne signait même pas ses œuvres la plupart du temps au Moyen Âge. Vous avez des peintres anonymes, des auteurs anonymes à la tonne au Moyen Âge et on se gratte la tête pour essayer d'attribuer ça à quelqu'un parce que ce n'était pas important. Quand on écrivait, on avait conscience qu'on faisait partie d'un processus qui dépassait notre seule personne. On s'inscrivait dans une tradition. Soit comme peintre, soit comme sculpteur, soit comme écrivain. On s'inscrivait dans une tradition. On était redevable à nos maîtres qui nous avaient formés
Et nous, on ajoutait bien peu de notre personne. Alors, l'idée ne venait pas de signer une œuvre et de dire, voici, ça, c'est moi qui l'ai créé. Parce qu'on ne créait jamais seul. Le fruit de la création, c'était un travail collectif, en fin de compte. Toujours. C'était le travail de nos ancêtres, de nos formateurs, de nos maîtres qui avaient abouti à la production de telle ou telle peinture, telle ou telle œuvre. Et on n'avait pas ce sentiment d'appartenance. Avec la bourgeoisie triomphante, on va introduire cette notion de propriété en littérature et on va vraiment garder jalousement des textes qu'on considère comme originaux, comme étant les siens. On va en faire une affaire même de procès. Il y aura des procès très nombreux pour plagiat au 19e siècle, parce que c'est justement à cette époque que naît cette idée, cette conception du plagiat. Avant ça, il n'y a personne qui en fait de drame. Oui, on remarque que Molière a repiqué Plaute et Thérence. Oui, il y en a pour lui reprocher, mais certainement pas pour lui faire un procès et certainement pas pour le tenir criminellement responsable de la chose. Alors, c'est tout à fait inédit, ça date du 19e siècle et c'est en lien avec le triomphe du capitalisme. Le plagiat naît au 19e siècle chez les critiques littéraires et désigne les écrits qui ne font pas œuvre suffisante de création pour mériter le titre de littérature. Alors, il va y avoir des critiques particulièrement agressifs qui vont chercher à débusquer les emprunts stylistiques des uns et des autres et les exposer, les dénoncer sur la place publique. Et ça devient un petit jeu un peu malsain qui finit par être très inhibant parce que quand tu crains à tout prix, quand tu crains de tomber dans le plagiat, ça peut devenir un peu inhibant parce que tu vas vouloir, par exemple, avant de parler de tel ou tel thème, aller voir les auteurs qui ont traité ce thème et là, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus grand-chose à dire parce qu'ils ont à peu près tout dit ce qui pouvait être dit et ça devient inhibant et c'est un peu navrant. Donc, ce souci qu'on a de vouloir faire neuf à tout prix, à un moment donné, c'est paralysant. La critique va créer des notions parallèles pour relativiser un peu d'influence, de sources pour distinguer les modes d'emprunt afin de départager à un moment donné les grands écrivains des écrivains médiocres. Alors, on parlera de gens qui donnent dans le plagiat, mais on est aussi capable d'admettre que certains ont été influencés, qui ne sont pas en train de copier, ils sont simplement influencés par d'autres. On admet aussi qu'on puisse avoir des sources, qu'on ait pu faire des emprunts, et on va essayer de fixer les limites licites de ces emprunts. Alors, à ce propos, on en vient au deuxième point, qui consiste en l'art du pastiche. Il existe des formes licites acceptables de référence littéraire. Alors, on peut très bien utiliser des sources antérieures, on peut très bien être influencé par le style des uns et des autres, et ce n'est pas nécessairement un mal en littérature. Et ce mode de référence le plus connu peut-être et le plus familier, c'est la citation. Alors, on peut citer un texte et c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé, et surtout si on utilise les guillemets. Mais parfois, il y a des citations qui sont plus indirectes, qui sont des clins d'œil. L'auteur va référer à une histoire antérieure et avec un peu de connivence avec le lecteur, entretenir un rapport là, où il sait bien qu'il est dans l'émulation, qu'il est dans la reprise, mais c'est convenu, c'est entendu. On comprend qu'il y a une référence à un hommage même à un auteur antérieur. Alors, on voit ça assez souvent. Et ça, c'est admis à partir du moment où on sent bien que l'auteur est conscient de ce qu'il fait et que c'est entendu, là. Il est en train de faire référence à un autre texte, un clin d'œil à Madame Bovary, par exemple, dans un schéma narratif qui ressemble de trop près à l'histoire d'Emma pour qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas. Donc, ça peut être une option. Alors, on distingue au moins deux autres types d'emprunts littéraires jugés acceptables. D'une part, vous avez l'emprunt thématique et d'autre part, l'emprunt stylistique. Alors, quand on fait un pastiche, on entreprend d'imiter le style d'un autre
C'est un auteur, par exemple, de votre choix. Vous êtes un fan fini, je te donnais l'exemple la dernière fois d'Harry Potter. Vous aimez beaucoup J.K. Rowling et vous voulez entreprendre de reproduire son style. Alors, vous pouvez très bien soit procéder par emprunt stylistique, essayer de reproduire le style qui vous semble intéressant, ou aussi procéder par emprunt thématique. C'est reprendre un peu son univers. Les sorciers, les jeunes qui se démêlent dans cet univers et tout. Et on peut prendre l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Mais bien sûr, les pastiches les plus réussis sont souvent une reprise à la fois thématique et stylistique. Alors, l'adaptation, la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, par exemple, est une adaptation de l'Iliade d'Homère. Alors, c'est une reprise de l'Iliade transposée pour le théâtre. Là, on est dans l'emprunt thématique, pas exactement un pastiche parce que le style est propre à Giraudoux. Alors que ce qui caractérise véritablement le pastiche, c'est vraiment l'imitation stylistique, quand on est dans l'imitation stylistique. Bien sûr, ajouter l'emprunt thématique à ça, ça va favoriser la reconnaissance. On va se rendre compte qu'il s'agit d'un pastiche si, par exemple, dans votre récit, il est question d'Hogwarts, de tel ou tel professeur nommé par J.K. Rowling, etc., s'il y a des éléments qu'on reconnaît comme ça. Alors, l'emprunt stylistique, le pastiche, ça peut être aussi un emprunt thématique également. Alors, c'est quoi un pastiche si on devait le résumer ainsi, le définir? On dirait que c'est l'imitation d'un auteur et de sa manière par exercice de style. Alors, c'est un exercice de style qui existe depuis longtemps. On s'est employé à pasticher depuis que l'écriture existe, ou presque, et c'est un exercice extrêmement formateur. Mais c'est un exercice aussi un peu stérile, parce que quand on reproduit amoureusement le style d'un autre, on ne fait pas preuve d'originalité, et très rapidement, les gens vont reconnaître ce qu'on est en train de faire. Et à part un petit clin d'œil humoristique, un hommage comme ça, qu'est-ce que ça a comme valeur vraiment? On ne peut pas publier des pastiches véritablement. Ça se fait peut-être à l'occasion, un texte par-ci, par-là, mais un ouvrage qui serait constitué que de pastiches, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire parce que ce n'est pas original, justement. Par contre, ça nous ramène à cette théorie de la création littéraire qui suppose que l'imitation est une bonne façon d'apprendre le métier. Et justement, ce type d'exercice, le pastiche, est particulièrement utile dans le cadre d'un cours comme le nôtre pour s'exercer justement à l'écriture. Et ça va faire partie, je vous le dis tout de suite, des possibilités pour le prochain devoir. Le deuxième devoir, qui consiste en une écriture sous contrainte, vous offre différentes possibilités. Et une de ces possibilités, la première, c'est l'écriture d'un pastiche. Alors, tout ce que je viens de vous dire depuis le début, là, c'était pour vous mener vers ça, pour vous montrer comment le pastiche, finalement, peut être un instrument pour la création pertinent, dans la mesure où on comprend ce qu'on est en train de faire, qu'on admet qu'on reproduit le travail des autres, que ce n'est pas original, que ce n'est pas nécessairement toujours bien vu de faire ça, mais que c'est utile parce que ça nous apprend la technique. Ça nous apprend la technique. Quand on entreprend de reproduire le style d'un Victor Hugo, d'un Flaubert, d'un Proust, il y a des choses qu'on retire de ça. Il y a des constats qu'on va faire qui vont venir alimenter notre propre écriture. Bien sûr, on n'a pas intérêt, après ça, à rester dans les mêmes eaux, c'est-à-dire qu'on va se faire reprocher assez rapidement si, après ça, après l'exercice du pastiche, dans nos autres ouvrages, dans nos autres créations, on essaie toujours de faire du Proust. On va le reconnaître. Mais on peut retenir de Proust quelque chose de l'ampleur de la syntaxe, par exemple, et dire, ben moi, ça me parle beaucoup, ça me stimule, et multiplier les phrases longues sans que les gens vous ramènent à chaque fois à votre modèle et disent, ben là, vous êtes en train de faire du Proust. Non, on peut très bien faire des phrases longues et porter un autre nom que Proust. Alors, c'est pas impossible. Alors, c'est un exercice extrêmement profitable, extrêmement stimulant,
mais il faut en comprendre les limites, il faut en saisir les limites, là. Et dans le cadre de ce cours, je vous propose cette option-là parce que c'est quelque chose d'assez incontournable dans l'histoire de la création. Tout le monde s'est essayé au pastiche. Ils ne les ont pas publiés nécessairement, mais tout le monde apprend à quelque part à travers l'imitation des autres. Alors, Marion Bibeau posait une question. Problème de réservation pour le local. Non, c'est réglé, ça, Luc, ça fait peut-être 20 minutes. OK. J'ai capoté sur le coup. J'étais comme, mais arrêtez pas le cours. C'est enregistré, tout est beau. OK, parfait. OK, je suis rassuré. Par contre, Maxime, vous avez levé la main? Oui, juste vous dire, oui? Le livre que vous nous avez demandé de lire, que j'ai lu à la session dernière parce que Gabriel nous l'avait fait lire, oui? C'est Paul Cazac utilise, il y a des airs balsaciens dans son écriture. Et Gabriel me disait qu'il n'écrit pas comme ça, Paul Cazac, et que c'était comme un pastiche, dans le fond, parce que ça se passe au 19e siècle. Voilà. Fait que quand on va lire... Oui, ben, c'est ce que Gabriel m'avait dit, parce que c'est un ami de Gabriel, mais c'est votre ami aussi. Là. Oui. Mais donc, on était supposé rencontrer M. Cazac, mais évidemment, ça n'a pas donné. Mais quand on va lire le livre, il semblerait, j'ai lu Balzac en même temps, puis effectivement, c'est une écriture à la Balzac. OK. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est considéré comme un pastiche ou c'est... Non, hein? mais on peut reconnaître des influences, c'est certain. Là. Chez Paul Cazac, il y a des influences très nombreuses, et notamment Balzac, et notamment Baudelaire. Et dans certains moments, c'est presque des hommages. Dans certains passages, un hommage, OK. Des clins d'œil, mais on n'est jamais dans le pastiche pur. Là. OK. On voit les influences, très certainement, et on voit que c'est quelqu'un qui a une pratique de la littérature, qui a une formation en littérature, mais on ne saurait le prendre en défaut et de dire « Ah, ben là, il est en train de pasticher tout à fait ». C'est jamais ça. Et c'est toujours parfaitement convenu de connivence avec le lecteur. Je veux dire, on sait que Paul Cazac est un littéraire, on sait que c'est un docteur en littérature. On ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir ce qu'il fait. Là. Il est parfaitement en pleine possession de ses moyens. Et ça relève finalement, dans son cas, je pense, de clin d'œil, de connivence avec le Mais lecteur. c'est pas un défaut là, du tout. Non, je crois pas. C'est pas une écriture qu'on voit tout le temps. Non, mais c'est important de l'assumer. Et c'est pas tout le monde qui est capable de l'assumer. C'est pas tout le monde qui est capable de tenir ce registre-là et de le tenir comme il faut, avec cette part de connivence, justement, de clin d'œil au lecteur, sans qu'on l'accuse justement d'emprunt, de plagiat ou de donner dans le pastiche, et réussir à faire quelque chose qui se tient avec ça. C'est un exercice un peu périlleux. Donc, le pastiche... Un peu dans cette suite d'idées-là, justement, est-ce que le pastiche peut être inconscient dans le sens comme justement dans le cas de Cazac, justement, en art visuel, on parlerait peut-être d'art naïf, là, mais comme disons dans le cas de Cazac, on sait qu'il sait ce qu'il fait puis tout, donc le pastiche, c'est évident, mais disons quelqu'un qui n'aurait pas un gros background littéraire comme lui, qui sans trop le savoir, serait vraiment dans les mêmes codes qu'un autre auteur. Est-ce qu'on pourrait parler de pastiche, même si c'est inconscient? Non, le pastiche est vraiment de propos délibérés. C'est un exercice qu'on entreprend délibérément. Et pour qu'il se qualifie comme pastiche, il faut que l'auteur se propose d'emblée de le faire. Il ne va pas toujours déclarer, parce que c'est un peu ça le jeu aussi, qui il est en train de pasticher. Et il va mettre au défi le lecteur de le reconnaître. Par exemple, ça m'est arrivé de recevoir des pastiches dans le cadre de ce cours d'étudiants qui me mettaient au défi de reconnaître le style qu'ils étaient en train d'imiter. Ce n'était pas toujours évident, parce que ce n'était pas toujours réussi. Mais il y a une fois où je suis tombé sur un texte et dès les premières lignes, c'était du Lautréamont. Et c'était très clair pour moi que c'était Lautréamont. L'auteur n'a pas eu à préciser et c'était transparent. Mais l'exercice implique normalement que notre démarche est parfaitement consciente, assumée et déclarée. Quand on est en train d'imiter comme malgré soi, parce qu'on a trop lu et qu'on est influencé sans trop l'avoir remarqué, on n'est pas dans le pastiche tout à fait. On est dans la référence, dans l'allusion. L'intertextualité. Oui, mais ça serait l'intertextualité, mais ça serait vraiment étonnant que ça tienne longtemps comme ça, à moins d'avoir lu que du Balzac, par exemple, et pas être capable d'écrire autrement que comme Balzac. Mais Paul Cazac a lu autre chose. Je lui fais confiance. Donc, le pastiche, c'est vraiment un exercice qu'on fait ponctuellement
pour stimuler un petit peu et développer son style. Mais ce n'est pas quelque chose de viable pour la création littéraire, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire un roman et prétendre le publier sous le mode du pastiche. Ça serait mal reçu. À moins d'être un écrivain célèbre, bien installé, mettons que, je ne sais pas, moi, Michel Tremblay entreprend d'écrire un pastiche de Proust, tiens, pour montrer qu'il est capable de faire autre chose que du québécois bien torché. Il pourrait le faire parce que personne ne lui reprocherait d'être un imposteur, là, mais il est bien installé comme auteur, mais quelqu'un qui commencerait par des pastiches, ça ne serait pas très bien reçu. Et il faut le voir plutôt comme un exercice de formation, et c'est dans cet esprit-là que je vous invite à vous y essayer. C'est pour apprendre à développer votre propre style à partir de l'écriture des autres, des emprunts qu'on peut faire autrement. Juste un instant, Luc. Sur Internet, il y a une application qui s'appelle Wattpad, puis là, je sais, là, j'ai l'air d'un vieux, mais ils font des imitations de, mettons, de Harry Potter ou de Twilight ou de comme ça. Mais je me rappelle fanfiction. Oui, fanfiction, c'est ça, exactement. C'est le terme, merci. Oui. Merci. Et ça, c'est quoi? C'est un pastiche? Oui, effectivement. Okay. Il y a effectivement un créneau qui s'est développé qui légitimise le pastiche, qui est le fanfiction. Okay. Et ça marche très fort parmi les fans. Il ne faut pas oublier que 50 Shades of Grey a d'abord été publié comme fanfiction. C'était un fanfiction de Twilight, imaginez-vous. Ça n'a rien à voir avec Twilight. Il n'y a pas de vampire maintenant dans 50 Shades of Grey. Mais au départ, c'était ça. J.K. Rowling, pas J.K. Rowling, mais... comment est-ce qu'elle s'appelle? E.L. James. E.L. James, merci. E.L. James. E.L. James, au départ, voulait imiter le style de son roman préféré et ça a évolué et c'est devenu autre chose. Alors, elle est partie du pastiche, c'était très intéressant, mais si elle voulait avoir des prétentions comme auteur, il fallait qu'elle se démarque du pastiche. Et elle a dû transformer profondément sa création pour en faire autre chose. Ça, il y aura toujours... du plagiat. Ben oui, c'est ça. Sinon, il y a toujours un lectorat pour les fanfictions. Et il y a des gens que ça ne dérange pas que ce ne soit pas original. Ils recherchent ça. Ils recherchent l'expérience du même encore et encore. Donc, c'est licite, mais allez pas espérer publier chez un grand éditeur un truc qui serait de la fanfiction. Ça va rester marginal. Ça va être sur Wattpad, ça va être sur des plateformes relativement limitées là, en termes de diffusion. Donc, oui, il faut admettre qu'il existe une pratique du pastiche qui dépasse l'exercice de style simplement là, et qui rencontre un certain lectorat, mais ce n'est pas considéré comme faire œuvre de littérature véritablement. Alors, on poursuit. Vous aurez remarqué que j'ai des images qui vont dans le sens de ce que j'explique, c'est-à-dire que vous avez ici une imitation picturale avec des Legos d'une œuvre très célèbre de Léonard de Vinci. Et on avait une autre qui faisait un clin d'œil à Vincent Van Gogh et c'était un personnage des Simpsons qui était employé. Alors là, ça m'amène à aborder un élément très important. Il faut faire attention quand on fait un pastiche de ne pas tomber dans la parodie. Le pastiche est un hommage respectueux à un auteur qu'on admire. Okay? Et si on tourne ça au ridicule, on n'est plus dans le pastiche, on est dans la parodie. Et il faut faire très attention à ça. Il faut s'assurer de rester respectueux, révérencieux dans le travail de l'écriture. Alors, Valérie Potvin demande, suis-je la seule à trouver la ligne mince entre la fanfiction et la parodie? Oui, parfois la fanfiction verse dans la parodie, mais c'est la parodie involontaire. C'est-à-dire que des fois, faute de moyens, ça devient ridicule et on rit plus qu'on le devrait. Et ce n'était pas nécessairement le but de l'exercice. C'est-à-dire que ça m'étonnerait que quelqu'un qui entreprend de reproduire Twilight visait à faire rire son lectorat. Alors, c'est peut-être parce qu'il a échappé le ballon en cours de route et là, ça tombe dans la parodie, mais la parodie est involontaire. C'est un travers du pastiche, mais c'est un travers encore plus grave quand il est volontaire, quand on écrit d'emblée un texte pour parodier un auteur. Si, par exemple, j'entreprenais de pasticher E.L. James pour exposer ses travers, ses ridicules, et je n'aurais pas à travailler très, très fort, là, je tomberais dans la parodie. Et ce n'est plus un pastiche. Et quand vous aurez écrit un pastiche, si vous choisissez cette forme, je vous invite à faire attention à ne pas verser dans la parodie.
Il y a toute une discussion qui se profile dans le chat. Marie Brisson dit fanfiction, ça ne ressemble pas à la parodie, je trouve. Une parodie se moque beaucoup plus de l'œuvre, alors que la fanfiction se base vraiment sur l'œuvre. Et Marion lui répond mais la parodie peut être respectueuse et pleine d'amour. Non. Et Valérie de dire en fait, je crois que je n'ai jamais lu de vraie fanfiction. Et Victoria met son grain de sel. Je pense que fanfiction va plutôt utiliser les mêmes personnages, pas vraiment imiter la façon d'écriture. C'est la première fois que je vois un débat qui s'ouvre en parallèle avec mon cours. Je trouve ça intéressant, mais je vais réserver plutôt cet espace aux questions. Vous pouvez discuter entre vous si vous voulez, là, mais quand vous avez une question, faites-moi signe parce que sinon, on pourrait passer beaucoup de temps juste à lire le chat. Alors, on passe à la prochaine diapositive. Vous avez Molière ici. Je voulais vous donner un exemple clair, transparent de pastiche, de ce que ça peut être. Et vous avez un pastiche ici de Molière par Georges Courteline. Alors, vous connaissez le misanthrope de Molière, vous connaissez ce personnage d'Alceste qui est dégoûté du monde parce qu'il trouve que le monde est hypocrite, que les gens ne disent pas le fond de leurs pensées. Il s'oppose à Philinte dans la pièce, qui est un homme sociable, un philanthrope, amoureux des gens, à rebours d'Alceste, et qui n'est pas capable de dire ses quatre vérités à quelqu'un qui lui soumet un poème, par exemple, en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez? » Alors, Philinte le trouve médiocre, le poème, mais il n'ose pas lui dire qu'il est absolument mauvais. Et il va dire « Ah, ben c'est très intéressant, c'est bon, bravo, oui, il y a beaucoup de mérite, beaucoup de verve et de style. Et oui, non, c'est bien trouvé. » Et Alceste est profondément concerné devant l'hypocrisie de Philinte et dit qu'on devrait en toutes circonstances dire la vérité, même si ça fait mal, même si ça blesse. Et bref, il est dégoûté de tout ça. Alors, il y a Georges Courteline qui imagine la conversion d'Alceste, et on pourrait penser que ça donne un peu dans la parodie parce qu'il embrasse une position contraire, mais c'est très respectueux. Vous allez voir dans le ton, dans le style, c'est très respectueux. Et Courteline s'emploie à reproduire les vers alexandrins de Molière avec césure à l'hémistiche, vraiment de façon très, très artistique, très minutieuse. C'est une émulation, une imitation là, amoureuse du style de Molière. J'ai gardé le remords et suis mal satisfait d'avoir gourmé des gens qui ne m'avaient rien fait. C'est ainsi que jadis, j'en conviens, et sans honte, j'eus tort, Philinte, tort, grand tort, avec Oronte. Il est irréprochable, à ce que j'en connais. Il m'amène la muse et fait mal les sonnets, soit, mais me force-t-il à les signer? En somme, s'il est mauvais poète, il est fort honnête homme. Donc, quel besoin pour moi, quelle nécessité de lui cracher son fait avec brutalité. Alors, on retrouve quelque chose de la verve de Molière et bien sûr, l'alexandrin aide beaucoup et l'évocation des personnages qu'on retrouve dans la pièce, Philinte, Oronte, les circonstances et tout, nous situe très clairement dans l'emprunt stylistique, en fait, dans le pastiche. C'est clair, il n'y a pas d'équivoque, on ne peut pas s'y tromper. Alors, c'est un modèle intéressant. Il y en a d'autres. Et si vous cherchez sur le web, vous allez trouver énormément d'exemples tirés de Proust. Parce que Proust, qui est la référence en la matière, c'est la référence canonique parce qu'il a écrit, il en a écrit plusieurs. Il a pastiché Flaubert, il a pastiché Balzac, entre autres, et avec beaucoup, beaucoup de mérite. Il a écrit et publié donc ses textes, ses pastiches, parce que pour lui, ça relevait de la critique littéraire. Pour lui, pasticher un auteur, c'est la meilleure façon de connaître ses travers, mais aussi d'illustrer ses mérites. Alors, c'est intéressant, effectivement, de se pencher sur un texte et d'essayer de comprendre son fonctionnement, comment il opère la séduction et de s'essayer à le reproduire ce mécanisme-là, comme le fait Proust dans ses propres pastiches. Alors, Proust considérait la pastiche comme de la critique littéraire en action et il est l'auteur d'un volume qui s'appelle Pastiche et mélange, que vous allez pouvoir retrouver assez facilement sur Internet, où il y a beaucoup de textes vraiment impressionnants, où on n'a même pas besoin de lire qui est pastiché et on le reconnaît. On est chez Flaubert très clairement, on est chez Hugo très clairement, et il n'y a pas d'hésitation. Et en même temps, ça nous apprend des choses un petit peu sur le style des uns et des autres. Alors,
Je pense que j'avais un exemple. Oui, c'est ça. J'ai un exemple tiré de ce recueil de pastiches signé Proust. C'est Gustave Flaubert qui est pastiché ici, Les plaisirs et les jours, et c'est une reprise de Bouvard et Pécuchet. Alors, une des façons de pasticher, c'est parfois de reprendre un épisode, donc d'un texte connu, d'un auteur, et de le réécrire ou encore de le poursuivre. Alors, on peut, je le disais la dernière fois, ne pas avoir aimé la fin d'Harry Potter et entreprendre de la réécrire ou de vous montrer ce qui se passe après. Alors, ça pourrait donner lieu à un pastiche, justement. Alors ici, c'est Bouvard et Pécuchet qu'on retrouve et le style est vraiment très, très bien reproduit. Maintenant que nous avons une situation, dit Bouvard, pourquoi ne mènerions-nous pas la vie du monde? C'était assez la vie de Pécuchet et il fallait pouvoir y briller et pour cela étudier les sujets qu'on y traite. La littérature contemporaine est de première importance. Il s'abonnait aux diverses revues qui la répandent, les lisait à haute voix, s'efforçait à écrire des critiques, recherchant surtout l'aisance et la légèreté du style en considération du but qu'il se proposait. Bouvard objecta que le style de la critique écrite, même en badinant, ne convient pas dans le monde. Et ils instituèrent des conversations sur ce qu'ils avaient lu dans la manière des gens du monde. Bouvard s'accoudait à la cheminée, taquinait avec précaution pour ne pas les salir, des gants clairs sortis tout exprès, appelant Pécuchet Madame ou Général pour compléter l'illusion. Alors, si vous avez déjà lu Bouvard et Pécuchet, vous êtes en territoire familier ici. On peut dire que le travail d'imitation est assez réussi. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait éviter de tomber dans la parodie. Vous avez un exemple de ça. Et parfois, la parodie, elle est presque affectueuse. Ce n'est pas toujours clair qu'on veut tourner au ridicule. Mais un pastiche, normalement, évite, si le texte à souche n'est pas humoristique, de tomber dans l'humour. Et là, vous avez un poème de Baudelaire ici qui s'appelle « Harmonie d'un soir » qu'on va vouloir reprendre sur un mode parodique. Et là, c'est pour vous montrer la différence qu'il y a entre un pastiche et une parodie. Vous allez voir, c'est très, très clair. Alors, voici venir l'étang où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, valse mélancolique et langoureux vertige. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir, du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Alors ça, c'est le texte souche qu'on distingue toujours de son imitation, de sa reprise. Et vous avez le texte parodique qui a été écrit par des Français à l'occasion de la Greg, un examen matraque qui vous qualifie pour la profession d'enseignant. Là, tout de suite, dans le choix qui est fait du titre, Hystérie du Loir et Baudelaire devient Baudelaire, on sent l'intention parodique. Il y a quelque chose du souffle de Baudelaire qu'on retrouve ici. La métrique est respectée, grosso modo, mais vous allez voir que ça tourne au ridicule un petit peu. Là. Et c'est là que le pastiche cesse d'être et devient parodie. Voici venir les temps où, ronflant sur sa chaise, chaque étudiant dormirait bien comme un loir. Giraudoux, Montaigne tourne dans l'air du soir, colique cérébrale, ô toutes ces fadaises. Chaque étudiant dormirait bien comme un loir, le jury frémit et voudrait bien qu'on l'apaise, colique cérébrale, ô toutes ces fadaises. Ô copie triste, vaine comme un présentoir, le jury frémit et voudrait bien qu'on l'apaise, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir, ô copie triste, vaine comme un présentoir. Le candidat s'est noyé dans l'encre qui niaise. Un cœur tendre qui est le néant, vaste et noir, du gratte-papier fiévreux recueille la braise, le candidat s'est noyé dans l'encre qui niaise, l'agrégation en nous, lui comme un ostensoir. Alors, bien sûr, on reconnaît tout de suite Baudelaire. De toute façon, l'allusion à Baudelaire était assez transparente et le style ne trompe personne, mais il y a ce virage parodique qui fait que c'est pas un pastiche à proprement parler. Alors, ce serait important, si vous optez pour le pastiche, de respecter le principe de l'imitation amoureuse du style de quelqu'un et donc de ne pas tomber dans la parodie.
Alors, on enchaîne avec la troisième partie. On est déjà dans les délires surréalistes. Excusez-moi, Oui, je reviens un peu sur, puis c'est peut-être moi qui saisis mal les mots, mais on dirait que j'ai de la misère à comprendre comment une parodie peut ne pas être amoureuse. On peut respecter, j'imagine, beaucoup une œuvre, l'aimer puis tout, mais quand même en trouver des petits travers, des petits défauts, puis les mettre à jour, mais avec quand même un grand respect puis un grand amour. Pas vouloir ridiculiser, mais même en riant peut-être des petits travers de cette œuvre-là, c'est de nous aussi qu'on rit. En tout cas, vous n'avez pas tort. Et c'est un peu ce que fait Proust quand il entreprend de pasticher Flaubert. Ou Zola, il va entreprendre de montrer, de mettre en évidence certains travers. Mais il ne le fait pas méchamment. Il dit que ça relève de la critique littéraire. Il le fait avec une certaine révérence. Alors, il y a des degrés intermédiaires entre le pastiche et la parodie. Là. Il y a des parodies qui sont méchantes où on veut seulement exposer les travers. Il y en a d'autres qui demeurent révérencieuses où on tourne au ridicule, mais avec connivence, avec gentillesse, avec bienveillance, certains traits stylistiques qu'on entreprend d'imiter. Vous avez raison, ce n'est pas forcément exclusif. Il y a des degrés intermédiaires. Ça ne veut pas dire que parce que vous mettez l'accent sur un aspect humoristique que vous manquez de respect à l'auteur que vous pastichez. Mais ça va se sentir. Si dans l'ensemble, c'est la dimension parodique qui l'emporte, ça va se sentir si vous essayez finalement de le démonter plutôt que de le faire valoir. Ça va être sensible. Mais ça ne veut pas dire que ça exclut tout à fait, effectivement, l'humour, parce que de toute façon, ces auteurs employaient de l'humour aussi. Alors, Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, donne dans l'humour. On ne peut pas le reproduire en évacuant cet humour-là. Et comme on donne dans l'humour, c'est facile de tomber peut-être à un moment donné dans la parodie momentanément. Ça arrive chez Proust aussi. Mais il y a toujours, dans l'ensemble, ce qui domine, c'est un sentiment de révérence, de respect par rapport au modèle qu'on entreprend de reproduire. C'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir. Alors, on poursuit avec le prochain point, délire surréaliste. Parce qu'on va explorer d'autres modalités pour le travail qui s'en vient. Alors, on a une première modalité, une première option possible, écrire sous contrainte. Et la contrainte, c'est écrire un pastiche, trouver un auteur à pasticher et entreprendre de le reproduire là, amoureusement. Ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres types d'écriture sous contrainte et on va s'inspirer de ce qu'ont fait les surréalistes dans leurs travaux et aussi l'Oulipo, dont on parlait un peu plus tôt. Alors, en 1920, André Breton et Philippe Soupeau publient Les Champs magnétiques, première œuvre surréaliste qui vraiment va révolutionner la conception de l'art contemporain. Ils ont à peine 20 ans à cette époque-là. Ils veulent changer la vie, se faire voyant un peu à la manière de Rimbaud par un long et raisonné dérèglement de tous les sens et aussi par l'exploration de l'inconscient. C'est que la psychanalyse vient de découvrir un continent nouveau, enfoui, ignoré, qui est l'inconscient. Et pour ses futurs médecins, André Breton ambitionne en tout cas de devenir médecin, c'est quelque chose de très intéressant à explorer dans une perspective de trouver dans l'inconscient des formes inédites d'expression. Ils vont entreprendre de faire ressortir les ressources profondes de l'imaginaire qui sont enfouies dans le subconscient, dans l'inconscient des uns et des autres. Alors, comment on s'y prend pour exprimer ces archétypes et ces tours inédits enfouis profondément dans notre inconscient? On va recourir à l'écriture automatique. Et Breton va définir cette technique, justement, en publiant Les Champs magnétiques, qui procède de ce type d'écriture. Les Champs magnétiques ont été écrits sous forme de dictée automatique. Et Breton nous explique en quoi ça consiste. Alors, on vide son esprit, on laisse les mots jaillir spontanément, on laisse parler le langage, s'opérer une sorte de dictée de l'inconscient. On transcrit strictement ce qui apparaît dans la conscience claire. Alors, ça, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas exactement ce qu'il fait dans Les Champs magnétiques. Et quand on lit ça aujourd'hui, à l'aune de plusieurs publications subséquentes et pour l'avoir expérimenté moi-même,
la vraie écriture automatique est beaucoup plus éclatée que ce qu'on voit. Il y a encore une certaine structure, il y a encore un style, une cohérence qui est reconnaissable dans le travail de Breton et de Soupeau, mais l'idée était intéressante. L'idée, c'était finalement de faire abstraction de toute censure et d'essayer d'écrire le plus rapidement possible tout ce qui nous passe par la tête. Et de cette bouillie, de cette logorée, parfois, on peut soutirer des bijoux de style, des images incongrues qu'on n'aurait jamais formulées autrement. Ça peut vraiment aboutir à des résultats surprenants. Alors, je vais vous présenter un exemple d'écriture automatique tiré des champs magnétiques. Vous allez voir que ce n'est pas exactement du délire verbal, ça demeure encore assez retenu. Et nous, on va essayer de pousser ça plus loin, en fait. Alors, j'arrête le partage et je vais vous envoyer un autre document. Je partage avec vous un extrait de Soupeau et de Breton. Alors voilà, vous devriez le voir affiché à l'écran. Je vais juste déplacer mes fenêtres pour pas que ça empiète trop. OK. Alors, vous avez ce texte ici, extrait des champs magnétiques, et le texte que vous avez devant les yeux va être déposé sur Moodle au terme du cours, donc vous n'en faites pas. Vous aurez accès à tous les documents. Chaque fois que je partage un document, que ce soit une présentation PowerPoint ou un document Word, il est déposé dans les heures qui suivent le cours sur Moodle, donc vous pourrez le récupérer de cette façon-là. Alors, je ne lirai pas la très longue préface d'André Breton dans le Manifeste du surréalisme. Vous pourrez la lire pour vous-même dans le confort douillet de votre foyer. Par contre, on va lire un extrait des champs magnétiques en se rappelant bien que ça a été composé sous cette forme d'écriture automatique où on ne cherche pas à dire rien de précis, on laisse parler notre inconscient, on laisse s'exprimer le langage, les idées venir et on n'essaie pas de donner de cohérence à tout ça. Prisonniers des gouttes d'eau, nous ne sommes que des animaux perpétuels. Nous courons dans les villes sans bruit et les affiches enchantées ne nous touchent plus. À quoi bon ces grands enthousiasmes fragiles, ces sauts de joie desséchés? Nous ne savons plus rien que les astres morts. Nous regardons les visages et nous soupirons de plaisir. Notre bouche est plus sèche que les pages perdues. Nos yeux tournent sans but, sans espoir. Il n'y a plus que ces cafés où nous nous réunissons pour boire ces boissons fraîches, ces alcools délayés, et les tables sont plus poisseuses que ces trottoirs où sont tombées nos ombres mortes de la veille. Quelquefois, le vent nous entoure de ses grandes mains froides, et nous attache aux arbres découpés par le soleil. Tous, nous rions, nous chantons, mais personne ne sent plus son cœur battre. La fièvre nous abandonne. Les gares merveilleuses ne nous abritent plus jamais. Les longs couloirs nous effraient. Il faut donc étouffer encore pour vivre ces minutes plates, ces siècles en lambeaux. Nous aimions autrefois les soleils de fin d'année, les plaines étroites où nos regards coulaient comme ces fleuves impétueux de notre enfance. Il n'y a plus que des reflets dans ces bois repeuplés d'animaux absurdes, de plantes connues. Alors, on a, quand on lit ça, l'illusion d'une verve vraiment très, très libre. Et si on ne s'arrête pas trop, OK, j'essaie de faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, réduire une fenêtre Zoom pendant que j'enregistre. Si on ne s'attarde pas trop au sens des mots, vraiment, on a l'impression d'une inspiration là, magnifique. Il y a un souffle ici, il y a une verve qui est vraiment déroutante. Mais si on s'attarde au sens des mots, on se rend compte que tout ça ne tient pas la route. Là. Ça va dans tous les sens. Ce qui se démarque peut-être de l'expérience qu'on peut faire aujourd'hui et que vous allez faire vous-même l'écriture automatique, si vous optez pour cette deuxième option pour le prochain travail, d'écriture automatique, c'est que l'écriture automatique, souvent, va mettre à l'avant-plan un « je » très, très fort. Ce qui nous vient en premier, c'est « je me moi », comment je me sens, qu'est-ce que je pense. Et souvent, cette individualité-là va transpirer très fort dans les textes qu'on écrit aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque de Soupeau et de Breton, le « je » était entre parenthèses. J'ai l'impression que sans trop s'en rendre compte, inconsciemment, ils ont choisi de se mettre en retrait parce que tous leurs textes mettent le « je » à l'écart. C'est écrit de façon impersonnelle. Et ça ne correspond pas à l'expérience que j'ai pu faire moi-même et à travers les années avec mes étudiants de l'écriture automatique, qui est souvent beaucoup plus personnelle que ça. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument écrire au jeu, mais on voit jaillir souvent
quand on s'abandonne à ses pensées, des considérations individuelles, personnelles. Ça va de soi. On est ramené à soi constamment par toutes sortes de préoccupations. J'ai faim, je souffre, j'angoisse, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi écrire. Et c'est ça qui va sortir en premier. Alors, on y croit plus ou moins à cette dictée de l'inconscient dans les champs magnétiques parce qu'il y a un mérite stylistique manifeste et qui est partout sensible et qui demeure très, très cohérent. Alors que l'écriture automatique, quand on s'y abandonne tout à fait, aboutit la plupart du temps à quelque chose de totalement incohérent. C'est un discours qui va dans tous les sens. Et la difficulté de cet exercice, c'est vraiment de s'abandonner à dire tout ce qui nous passe par la tête. Ça va être vraiment d'écrire le plus rapidement possible et ne pas se censurer. Et ne pas tomber surtout dans le travers de la narration. Un des travers des champs magnétiques qui fait que j'y crois plus ou moins à l'écriture automatique, qu'ils ont vraiment suivi leurs propres contraintes, c'est qu'ils ont tendance à raconter une histoire. Et il y a reprise de motifs, et il y a reprise de thèmes, et il y a développement de ces thèmes. Et l'écriture vraiment automatique, en général, ne va pas procéder ainsi. Si c'est un jaillissement de l'inconscient, l'inconscient n'est pas cohérent, n'est pas structuré de façon comme un récit, n'est pas structuré de façon continue, cohérente et cohésive. Et donc, c'est ça qui trahit un petit peu quand on échappe la contrainte. Et ce n'est pas toujours comme ça dans les champs magnétiques, mais ça arrive des fois qu'il y a trop de cohérence. On entreprend de développer un thème sur 1, 2 paragraphes. Et là, je pense qu'on s'éloigne du principe de cette dictée de l'inconscient. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour faire sortir des images neuves. Parce que quand on s'abandonne à ce mode d'écriture, effectivement, il y a des trucs qui vont sortir auxquels on n'aurait jamais pensé d'ordinaire. Et on peut, par la suite, revenir sur son texte, récupérer les éléments les plus intéressants et constituer quelque chose de neuf à travers ça. Par exemple, un poème qu'on pourrait composer à partir de cette écriture automatique. Et là, je vais vouloir partager avec vous un autre texte. Enfin, c'est le même, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut donner quand on récupère une séance d'écriture automatique pour lui donner une forme plus achevée. Et vous serez libre, dans le cadre du devoir, d'écrire, si vous voulez, une écriture automatique et ne me remettre que la version jaillit spontanément de votre inconscient, ou vous pourrez, si vous n'êtes pas satisfait, porter ça plus loin et entreprendre de la réécrire en prélevant dans votre première version, dans votre premier jet, en prélevant les éléments qui vous semblent les plus intéressants pour composer un nouveau texte. Alors, ça donnerait quoi? Ça donnerait ce qu'on va voir ici. Je vous partage un texte d'un écrivain surréaliste, partagé, et c'est Aragon. Alors, Aragon nous dit qu'il compose suivant le principe de l'écriture automatique. D'abord, il laisse surgir des idées. Ça va dans tous les sens. Il écrit un texte qui est complètement hallucinant. C'est du non-sens la plupart du temps. Mais il s'emploie après à le restructurer en conservant les images les plus fortes, exclusivement. Alors, ça donne quoi? Ça donne le grand secret ici, qu'on va lire ensemble. Je vais te dire un grand secret. Le temps, c'est toi. Le temps est femme, il a besoin qu'on le courtise et qu'on s'asseye à ses pieds, le temps. Comme une robe à défaire, le temps. Comme une chevelure sans fin, peignée. Un miroir que le souffle en but et désembu. Le temps, c'est toi qui dors à l'aube où je m'éveille. C'est toi comme un couteau traversant mon gosier. Oh, que ne puis-je dire ce tourment du temps qui ne passe point, ce tourment du temps arrêté comme le sang dans les vaisseaux bleus. Et c'est bien pire que le désir, interminablement non satisfait, que cette soif de l'œil quand tu marches dans la pièce. Et je sais qu'il ne faut pas rompre l'enchantement, bien pire que de te sentir étrangère, fuyante, la tête ailleurs et le cœur dans un autre siècle déjà. Mon Dieu, que les mots sont lourds, il s'agit bien de cela, mon amour, au-delà du plaisir, mon amour, hors de portée aujourd'hui de l'atteinte. Toi qui bats à ma tempe horloge, et si tu ne respires pas, j'étouffe. Et sur ma chair hésite et se pose ton pas. Je vais te dire un grand secret. Toute parole à ma lèvre est une pauvresse qui m'en dit, une misère pour tes mains, une chose qui noircit sous ton regard. Et c'est pourquoi je dis si souvent que je t'aime, faute d'un cristal assez clair, d'une phrase que tu mettrais à ton cou. Ne t'offense pas de mon parler vulgaire, il est l'eau simple qui fait ce bruit désagréable dans le feu.
Je vais te dire un grand secret. Je ne sais pas parler du temps qui te ressemble. Je ne sais pas parler de toi, je fais semblant. Comme ceux très longtemps sur le quai d'une gare qui agitent la main après que les trains sont partis et le poignet s'éteint du poids nouveau des larmes. Je vais te dire un grand secret. J'ai peur de toi. Peur de ce qui t'accompagne au soir vers les fenêtres, des gestes que tu fais, des mots qu'on ne dit pas. J'ai peur du temps rapide et lent, j'ai peur de toi. Je vais te dire un grand secret. Ferme les portes. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre, mon amour. Alors, très beau texte d'Aragon. Et si on l'en croit, il a été composé à partir donc de séances d'écriture automatique où il s'est employé à récupérer certaines images très fortes, comme un couteau traversant mon gosier. Alors, c'est une image qu'on n'est pas habitué à associer au désir amoureux et à l'expression de son affection. Ça peut étonner un petit peu. Il y a plusieurs images comme ça, vraiment, vraiment inusitées, incongrues, inédites, qui sont absolument fabuleuses. Et ça montre que ça peut être un mode de création intéressant. L'exercice en tant que tel peut être très libérateur, très jouissif, thérapeutique, d'écrire sur la dictée de l'inconscient, mais on peut rarement publier ça tel quel. On va le réaliser et vous allez en faire l'expérience. Si vous optez pour cette écriture sous contrainte, vous allez voir que ça n'aboutit pas à un résultat que vous seriez à l'aise de montrer aux autres. Hein. Souvent, on va sortir des obscénités. Et si on se laisse vraiment aller à renoncer à toute censure, là, et si on écrit vraiment librement, vous allez voir que des obscénités vont rapidement s'imposer à votre imaginaire, des trucs violents, des trucs qui vont vous faire peur peut-être. Et s'il n'y en a pas, c'est que vous êtes encore dans la censure, vous êtes encore dans l'autocensure, parce que la plupart du temps, ça vire pas mal à ça. Ça se peut que vous ayez un imaginaire beaucoup plus serein que le mien, mais pour ma part, en tout cas, je sais que ces images très fortes, parfois violentes, vont s'exprimer en premier quand on arrive vraiment à se mettre dans la disposition requise, c'est-à-dire à parler librement sans censure aucune. Donc, c'est un exercice intéressant. J'arrête le partage ici, qui peut s'avérer stimulant donc pour créer des métaphores inédites et éventuellement, après ça, on se livre à un travail de réécriture. Alors, je reviens à mon partage et à mes notes. Je reviens sur ça ici. Voilà. Et je retourne à mon propos. On était dans l'écriture des textes automatiques et je poursuis. En 1924, le groupe de Breton Soupeau, qui s'est constitué autour de lui, va publier son manifeste du surréalisme. Alors, c'est des gens qui se sont réunis autour de Soupeau et de Breton pour former un mouvement. Et ils vont publier un manifeste en 1924 où ils vont définir ce que c'est que le surréalisme, comment ils le conçoivent et comment ça peut être un outil pour la création. Alors, voici la définition qu'ils proposent dans leur manifeste. Surréalisme, non masculin, automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Et là, c'est la démarche de médecins, de jeunes chercheurs qui, au départ, ne se préoccupaient pas d'esthétique, mais ça va aboutir à des choses esthétiques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au départ, ils voulaient juste explorer l'inconscient, voir qu'est-ce qu'on y trouvait et essayer de comprendre comment fonctionne la pensée, comment fonctionne le langage. Et c'est la partie, si on veut, scientifique, mais ça aboutit à un résultat qui a du mérite esthétique, indéniablement, et on va vouloir en faire le moteur de la création artistique à l'époque. Et ça va donner des textes comme ceux d'Aragon, ça va donner des textes comme ceux de Paul Éluard, des toiles à la Dali, des photos à la Man Ray. Alors, c'est un peu le principe de création derrière le surréalisme. Ils ont d'autres moteurs pour la création et un autre moyen de parvenir à des images inédites, c'est de s'inspirer des rêves. Ils vont écrire beaucoup à partir de leurs rêves. Vous savez comme moi que parfois nos rêves sont assez surréalistes. Moi,
sont assez ordinaires, les miens, mais ma conjointe a des rêves vraiment formidables où elle sauve le monde, puis il se passe toutes sortes de choses. Mais chacun a de quoi puiser parfois dans telle ou telle expérience onirique, un sujet qui peut inspirer la création. Je pense à Elisabeth von Harburg, grande écrivaine de science-fiction, qui dit que chacun de ses livres a été inspiré par un rêve à l'origine. Alors, chaque fois, c'est un rêve qui est à l'origine d'une idée qu'elle a développée, qui est devenue un roman. Alors, ça peut être un moteur vraiment très, très intéressant. Et pour elle, c'est clair, c'est l'inconscient qui s'exprime à travers les rêves et on peut s'inspirer de ça pour écrire son œuvre. Alors, un autre moyen d'y arriver, c'est un petit jeu qui s'appelle les hasards objectifs, et c'est un jeu auquel on va se livrer avant de prendre une petite pause bien méritée de 5 minutes. Alors, avant de partir pour cette pause de 5 minutes, je vais vous demander de m'écrire dans le chat. Et à moi, personnellement, juste à moi. Vous n'écrivez pas à tout le monde, vous choisissez l'option là, écrire à quelqu'un en particulier, et ça sera à Luc Vaillancourt. Vous allez m'écrire dans le chat. Alors, je vois des gens qui déjà réagissent. OK, Maxime parlait, évoquer la vie est un rêve longtemps achevé, Jack Kerouac. Je ne sais pas où on est dans la discussion, fait que je vais pas. Non, c'est juste une citation. Ah, d'accord, merci. C'est une super belle citation de Kerouac qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui veut tout dire en même temps, c'est tout. Parce que vous parliez de rêve avant, c'est tout. Oui, non, c'est vrai, effectivement, la vie est un rêve longtemps achevé. C'est très joli, effectivement. Et il y a dans le domaine onirique, le monde onirique, beaucoup d'inspiration à aller chercher. Là. C'est quelque chose d'extrêmement stimulant. Mais on va voir qu'il y a d'autres modalités pour générer des images inédites et on va se livrer à ce petit jeu. Alors, dans le chat, vous allez m'écrire, chacun de vous, personnellement, une question qui va commencer par « qu'est-ce que ?» Et ça va être quelque chose de banal. Ça peut être « qu'est-ce que la vie ?» Ça peut être ce que vous voulez, mais ça doit commencer par « qu'est-ce que ?» Alors, vous allez poser cette question « qu'est-ce que ?» et vous allez donner la réponse. Et dans la réponse, vous pouvez être très, très terre à terre. Qu'est-ce que la vie? Il faut absolument commencer votre réponse par « c'est », C''EST, c'est, et là, vous dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que la vie? Pour vous, c'est un long fleuve tranquille. Et vous écrivez de façon convenue, c'est une image banale. Qu'est-ce que la vie? C'est un long fleuve tranquille. Mais ça pourrait être quelque chose de plus excentrique. Vous êtes peut-être plus inspiré et vous avez envie de dire quelque chose de plus poétique dans votre réponse. C'est l'infini par tes bords répétés, puis là, vous vous lancez dans un délire poétique. Vous pouvez le faire aussi. C'est à vous de décider. Mais vous devez m'écrire une question qui commence par « qu'est-ce que ?» et ça peut être la vie, la mort, n'importe quoi. Je ne veux pas trop en dire parce que je vais vous couper votre inspiration et vous donner la réponse à votre propre question. Moi, ce que je vais faire après, c'est prendre une petite pause. Je vais imprimer vos questions et vos réponses et je vais me livrer un petit jeu de découpe. J'ai mes ciseaux avec moi et on va s'amuser à piger des questions et des réponses. Alors, vous voyez un petit peu vers quoi on s'oriente. J'en dis pas plus. Je vois déjà des messages qui rentrent en privé, donc c'est parfait. Maintenant, il y a des gens qui m'ont écrit « qu'est-ce que », mais qui ne m'ont pas donné d'autres choses. Là, j'ai juste un « qu'est-ce que » et je n'ai pas l'élément qui suit. Alors, il faut que j'ai quelque chose qui suit ça. Hein. Qu'est-ce qu'une table? C'est un accessoire qu'on utilise pour manger. Ça peut être quelque chose aussi plate que ça, mais ça peut être aussi plus stylisé. Donc, prenez le temps pour y réfléchir. Et écrivez dans la même phrase, okay, dans la même intervention, je veux la question et la réponse. N'allez pas séparer ça dans deux messages, parce que si vous faites ça, je vais avoir beaucoup de mal à repérer les différents éléments et mon travail de découpe va être compliqué davantage. Donc, à partir de maintenant, l'exercice est commencé. Vous pouvez commencer à rédiger dans le chat votre question, qu'est-ce que, et votre réponse, c'est, et je vois que ça commence à rentrer. Alors, je vais vous laisser travailler. Moi, je vais faire une pause. Je vais arrêter l'enregistrement et on va repartir dans 5 minutes quand j'aurai reçu un maximum de réponses. Est-ce que ça... Il est quelle heure? Est-ce que ça peut concorder avec une pause de 15 minutes? Ou... Non, ça ne sera pas aussi long que ça. Peut-être une dizaine de minutes, mettons. À partir de 10h25, là, on pourrait se dire qu'à 10h35, on va reprendre.
Très bien, merci. Ça me laisse le temps de faire mon travail de bricolage. Alors, me revoilà après un travail de découpe qui s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu parce que je découvre à l'instant qu'on ne peut pas copier-coller les éléments du chat. Alors, tout le texte que je voulais récupérer, après ça dans un fichier Word pour l'imprimer, le mettre en forme, je n'ai pas pu l'imprimer en copier-coller. J'ai dû faire des captures d'écran et me débrouiller pour placer ça dans un fichier Word en catastrophe et faire un travail de découpe. Mais ça a donné un résultat intéressant. J'ai ça dans un chapeau ici. Ce sont les questions et les réponses. Alors, les chapeaux ici de gauche, ce sont les questions et de droite, ce sont les réponses. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi on peut aboutir avec ça. C'est un petit exercice que vous pouvez faire pour vous-même. Vous pouvez écrire vos propres questions puis vos propres réponses et piger comme ça dans des chapeaux. Et ça sert à quoi? Ça sert à créer des métaphores inédites, des métaphores neuves. Et vous allez voir que des fois, ça ne donne rien de vraiment très efficace, mais parfois, au hasard objectif, et c'est le nom du jeu, le jeu des hasards objectifs, on tombe sur des images étonnamment bouleversantes, riches de sens, signifiantes. Alors, je pige un premier billet et vous allez reconnaître vos questions qui ne seront pas sorties à vos réponses parce que, bien sûr, tout est mêlé. Alors, les questions qui sont posées vont trouver des réponses incongrues et c'est de cette incongruité que va surgir finalement peut-être la poésie. On verra bien. Alors, qu'est-ce que… Boy, je vais avoir besoin de mes lunettes. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Ici, la question est posée. C'est notre histoire qu'on ne choisit pas. Alors, qu'est-ce que la beauté? C'est une histoire qu'on ne choisit pas. C'est intéressant. Hasard objectif, ce n'était pas la question initiale du tout, mais ça a donné un résultat heureux. Ici, on a une autre question. Qu'est-ce que l'imaginaire? Et une réponse que je pige à l'instant. Qu'est-ce que l'imaginaire? C'est de vivre mes passions, un bon café à la main, mes petits chiens sur mes genoux, et un bon livre à la main aussi. Bon, là, ça marchait plus ou moins bien. C'est le truc avec les hasards objectifs. Des fois, ça fonctionne, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Alors, là, j'ai une question ici qui s'est glissée dans les réponses. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? On nous répond ici, c'est un simple souvenir de toi. Qu'est-ce que l'amour? C'est un simple souvenir de toi. Oui, pourquoi pas. Et puis, on peut poser une autre question. Qu'est-ce que… C'est encore l'amour. Ça revient souvent. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que la lumière? Et je pose une réponse, je pige une réponse au hasard. C'est une myriade de touches de piano qui frappent le sol en même temps. La lumière, des touches de piano. Pourquoi pas? Un rapprochement assez incongru. Une autre question, qu'est-ce que le but de vivre? Quel est le but de la vie, en quelque sorte? Mais ça, c'est un peu difficile parce que la syntaxe que ça appelle n'est pas nécessairement celle suggérée. Alors, qu'est-ce que le sens de la vie, finalement? C'est de créer de la beauté hors d'atteinte de nos mains et dans notre vie. Intéressant. Le sens de la vie, pour certains, c'est de créer de la beauté. Alors, pourquoi pas, effectivement. Une autre question, qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Et une réponse aléatoire. Alors, qu'est-ce que le bonheur pour moi? C'est s'arracher le cœur à main nue et l'offrir à quelqu'un d'autre pour qu'il le piétine. Bon, ben, c'est quelqu'un de masochiste qui conçoit le bonheur ainsi, mais pourquoi pas? Une autre question. Qu'est-ce que la solitude? Qu'est-ce que la solitude? Une réponse. C'est un fleuve qui coule de la tête et qui active tous nos nerfs, nos sens. OK. Il y aurait moyen de creuser ça un peu. Une autre question. Qu'est-ce que le souffle? Et la réponse. C'est une touche de couleur sur un brin d'herbe qui se balance face au ciel.
Bon, alors vous voyez, on pourrait poursuivre l'exercice plus longuement, mais je m'arrache les yeux à essayer de lire les petits billets qui étaient finalement écrits un peu trop petits pour que ce soit lisible. Mais je peux prendre au hasard des questions que vous avez posées dans le chat sans dire de qui il s'agit et lire la réponse de quelqu'un d'autre. Par exemple, qu'est-ce que l'opacité? Et la réponse qui est donnée par quelqu'un d'autre, c'est ce qui m'empêche de chasser les réponses de tes yeux pour obéir à ta gravité. Quelqu'un pose une autre question. Qu'est-ce que la couleur grise? C'est certainement s'étouffer d'une gorgée trop chaude de café. Alors vous voyez comment ça peut aller dans tous les sens et parfois ça donne des résultats intéressants et parfois non. Mais si on se dote d'assez de matériel, si on a assez de petits billets comme ça, de questions et de réponses, on peut arriver, je dirais une fois sur 10, à des petits bijoux de métaphores qu'on n'a jamais vu nulle part et aboutir après ça à un poème qui va reprendre ces images-là, comme le fait Aragon dans Je vais te dire un grand secret, et reconfigurer tout ça de manière vraiment à créer quelque chose de neuf. Alors, c'est ça l'idée derrière ce petit exercice et ça m'apprendra à ne pas faire des tests avant avec Zoom pour m'assurer que ça marche. La prochaine fois, on trouvera un autre moyen pour créer en ligne sur un document, peut-être un Google Doc. Ça risque d'être plus facile à récupérer par la suite. Alors, voici pour ça. Je reviens à ma présentation PowerPoint. Je vais recommencer le partage. Vous comprenez que c'est un exercice que vous pourriez faire vous-même dans le cadre du prochain devoir, c'est-à-dire que si vous voulez partir de ce jeu de création aléatoire, il s'agirait donc de procéder comme je l'ai fait. Vous pouvez écrire vous-même les questions et les réponses, vous découpez, vous mettez ça dans deux chapeaux différents et vous pigez. Et bien sûr, vous notez tout ça. Et vous allez composer un texte, un poème, à partir des images les plus fortes, les images les plus belles qui vont être sorties de votre jeu. Okay? Libre à vous de retenir que les images les plus intéressantes. Vous n'êtes pas obligé de faire un relevé systématique, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, me soumettre le compte-rendu de l'ensemble des questions réponses et ce que vous en avez fait par la suite. Alors, ça peut être intéressant d'avoir le processus. Comme si vous faites un travail d'écriture automatique, j'aime bien avoir la version brute et la version toilettée. La version brute, c'est la version où il y a des fautes à tout plein parce que, bien sûr, quand on fait de l'écriture automatique, on ne se corrige pas. On ne prend pas le temps de s'arrêter pour dire est-ce que j'accorde ici le participe passé? Non, on ne fait pas ça. Alors, il y a des fautes et bien sûr, je m'attends à ce qu'il y ait un toilettage de ces fautes. Vous pouvez soit me remettre une seule version toilettée ou vous me remettez une version brute, pas de correction, une version à la suite qui est corrigée, et c'est celle-là qui va faire l'objet d'un commentaire de ma part et d'une correction orthographique. Je ne vais pas vous enlever des points pour la dictée de l'inconscient brut et spontané. Ou vous pouvez encore présenter l'ensemble du processus, c'est-à-dire une version brute de votre dictée de l'inconscient, suivie d'un toilettage, un premier toilettage, réécriture premier degré, suivi d'une réécriture de deuxième degré, où là, vous allez plus loin encore. Après avoir fait le toilettage stylistique, grammatical, vous entreprenez finalement de faire un autre texte à partir de ça. Les images les plus fortes, vous les dégagez de votre écriture automatique et vous en faites un poème très soigné. Pour ceux qui aiment faire de la poésie, vous essayez de récupérer les images les plus fortes dans le cas d'un poème. Ce n'est pas requis. Et c'est seulement pour les plus motivés, ceux qui ont envie de pousser l'exercice plus loin. Vous pourriez très bien me remettre un seul texte de composition automatique, par exemple, où vous avez déjà fait votre toilettage. Ce n'est pas la version brute, c'est la version légèrement repiquée, où vous avez au moins corrigé les fautes de grammaire, de syntaxe. Alors, c'est à vous de décider jusqu'à quel point vous voulez approfondir l'exercice. Il y a des gens qui, des fois, au lieu de choisir entre une ou l'autre contrainte, vont faire toutes les contraintes. Ils vont dire, bon, je veux tout essayer, et ils vont faire un pastiche, et ils vont faire un texte de composition automatique et les autres que je vais proposer tout à l'heure. Libre à vous de le faire, mais essayez de ne pas trop déborder du cadre prescrit, c'est-à-dire de 3 pages, parce que ça alourdit considérablement le travail du correcteur. Vous comprenez qu'avec un groupe aussi nombreux, on ne peut pas se permettre là, des travaux de 5 pages à chaque semaine pour tout le monde. Alors, on reprend notre propos. On était dans le surréalisme. On va enchaîner avec l'Oulipo.
Alors, l'Oulipo, c'est un groupe de recherche pour signifier ouvroir de littérature potentielle, un groupe de recherche de littérature expérimentale créé en 1960 par François Le Lyonnais et Raymond Queneau. Et la principale caractéristique de cette recherche est l'emploi justement de contraintes pour servir à la fois la création littéraire et l'analyse approfondie des œuvres littéraires. Parce que pour eux, la démarche est double. Il s'agit de créer des textes nouveaux, mais aussi de réfléchir au mode de fonctionnement de ces textes et permettre l'analyse profonde des œuvres littéraires. Alors, ils ont expérimenté différentes techniques qu'on va passer en revue ici. Et pour chacune, ça va devenir une possibilité pour vous pour le prochain devoir. L'idée, c'est vraiment de voir comment, quand on travaille avec une contrainte, qui peut être très embêtante, vous allez voir qu'il y a certaines contraintes très, très exigeantes. Jusqu'à présent, ça n'a pas été trop difficile parce que je vous ai parlé du pastiche, je vous ai parlé de l'écriture automatique. Les deux n'exigent pas énormément d'efforts, en tout cas pas d'invention, hein, puisqu'on s'emploie à imiter le style de l'un dans le cadre du pastiche. Et pour l'autre, ben, on laisse aller la dictée de l'inconscient. Ce n'est pas trop exigeant comme devoir, on s'entend, même si vous êtes libre de réécrire l'ensemble et de porter ça plus loin, ce n'est quand même pas les modalités les plus exigeantes. Vous allez voir qu'il y a d'autres types d'exercices d'écriture sous contrainte qui sont encore plus exigeants, plus difficiles, mais vous allez réaliser peut-être que plus c'est contraignant, plus c'est productif. Plus ça aboutit à des résultats étonnants. Et vous allez voir, selon les contraintes, que ça marche plus ou moins bien. Alors, première illustration de ce principe, de ces exercices sous contrainte, le S plus 7. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un S plus 7? C'est un texte souche qu'on choisit et on doit le choisir avec un peu d'attention parce que ce n'est pas n'importe quel texte qui va donner un bon résultat. Un texte qu'on prend comme ça peut être une fable, un poème, une chanson. La plupart du temps, on va choisir un texte court parce que c'est plus facile à travailler. Invariablement, à chaque fois que j'impose cet exercice-là, il y a quelqu'un qui m'arrive avec Francis Cabrel, que j'aime beaucoup, et qui prend un texte comme « Je l'aime à mourir ». Mais ça marche, mais prenez-en d'autres. Il y en a écrit d'autres, Francis Cabrel. Alors, c'est peut-être pas le texte idéal et les résultats sont plus ou moins intéressants selon le dictionnaire qu'on utilise. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire avec un S plus 7? C'est qu'on va remplacer dans le texte souche chaque substantif par le 7e suivant dans le dictionnaire. Alors, c'est un exercice un peu débile où on cherche un mot dans le dictionnaire, un nom, un substantif donc, et on va chercher 7 mots plus loin, 7 substantifs plus loin, un autre terme qu'on va lui substituer. On va remplacer le substantif du texte souche par le 7e dans le dictionnaire. Et bien sûr... Oui, allez-y. Substantif, donc c'est juste un mot plus fancy pour un nom commun? Excusez-moi. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. OK, merci. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas remplacer aveuglément votre mot par un verbe ou un adverbe ou un pronom. Là. Ça prend un mot équivalent, donc un nom équivalent. Alors, si on a un nom commun, on le remplace par un nom commun. On ne va pas le remplacer par un verbe. Ça ne marcherait pas à ce moment-là. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et il faut quand même préserver un minimum de cohérence. Alors, on ne remplace pas un mot par un verbe, un nom par un verbe, ça ne marcherait pas. Il faut respecter la cohérence de la syntaxe. Et on peut pousser ça plus loin. On va voir dans les exemples que je vais vous donner qu'il y a des auteurs qui se sont livrés à des S plus V plus A plus 7. C'est-à-dire que non seulement ils ont remplacé les substantifs, mais ils ont remplacé les adverbes, ils ont remplacé les verbes, ils ont remplacé tous les mots par le 7e suivant dans le dictionnaire. Je ne vous recommande pas ça. Ça donne un bouilli incohérent. Ce n'est pas intéressant. C'est plutôt payant de se limiter aux substantifs et peut-être aux verbes. Les deux peuvent être intéressants, mais pensez-y, à chaque fois, il va falloir chercher dans le dictionnaire et compter jusqu'au 7e suivant. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas essayer de refaire votre travail et aller voir dans le dictionnaire si vraiment le mot que vous avez choisi, c'est le 7e exactement dans le dictionnaire Larousse ou Robert II de telle année. Je vous fais confiance et en fait, je vous donne même la permission de tricher. S'il s'avère qu'en regardant dans le dictionnaire, le mot que vous voulez remplacer, là, le 7e, il est moins intéressant que le 8e ou le 9e. Parce que le 9e, il crée un effet loufoque qui vous semble beaucoup plus payant. Stylistiquement, n'hésitez pas, trichez, prenez le 9e, on ne s'en rendra pas compte. Il n'y a personne qui va regarder si vous avez vraiment pris le 7e. Mais le principe, c'est de remplacer effectivement par le 7e qui suit dans le dictionnaire. Alors, ça peut sembler un petit peu bizarre tout ça. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler.
je vais partager un texte oulipien avec quelques exemples. Alors, vous devriez voir s'afficher maintenant le S+7 ici de Queneau. Alors, c'est la simèse et la fraction. Alors, c'est une réécriture en S+7 de La Cigale et la fourmi de Jean La Fontaine. Alors, c'est la fable que vous connaissez très bien et vous allez la reconnaître dans le souffle, dans la syntaxe. Il n'y a pas de mystère, on sait très bien quel est le texte souche. Et on voit comment on peut partir d'une contrainte comme ça pour créer des choses assez étonnantes. Alors, la simèse, c'est le 7e mot vraisemblablement dans le dictionnaire qui suit la cigale, hein, parce que la cigale devient la simèse. Et on remarquera qu'ici, Queneau a remplacé aussi les verbes, ce que vous n'êtes pas obligé de faire. Vous pouvez très bien vous limiter aux substantifs. Mais si vous voulez pousser l'exercice plus loin, vous trouvez que des substantifs, ce n'est pas assez fort, là, ça ne donne pas un résultat assez intéressant, vous pouvez vous permettre de remplacer aussi les verbes. Alors, la simèse ayant chaponné tout l'éternueur, alors la cigale ayant chanté tout l'été, fut fort dépourvue quand la bise fut venue. C'est le texte original. Ça devient la simèse ayant chaponné tout l'éternueur, se tuba fort dépurative quand la bisaxée fut verdie. Pas un sexué pétrographique, moriot de moufette ou de verra, elle alla accrocher frange chez la fraction la volcanique, la processionnant de lui primer quelques gramènes pour succomber jusqu'à la salangue nucléaire. Je vous peinerai, lui discorda-t-elle, avant l'apanage, folâtrie d'anamite, interlocutoire et priodonte. La fraction n'est pas prévisible, c'est là son moléculaire défi. Le texte original disait « la fourmi n'est pas prêteuse », c'est là son moindre défaut. Alors ça devient « la fraction n'est pas prévisible », c'est là son moléculaire défi. « Que feriez-vous, tendon cher » discorda-t-elle à cette énartose. Non-cupation et joyau à tout vendeur, je chaponnais, ne vous en déploie. Vous chaponniez, j'en suis fort alarmante, eh bien, débagoulez maintenant. Alors, c'est un délire total et peut-être est-ce dû au fait que c'est un petit peu excessif d'aller remplacer non seulement les substantifs, mais aussi les verbes, les adverbes. Vraiment, tout a été changé ici. Et ce n'est peut-être pas l'idéal. Mais vous allez voir, vous allez expérimenter, vous allez prendre un texte, ça peut être un texte vraiment banal, là, une chanson, mettons d'Éric Lapointe, puis vous essayez une première écriture S+7, vous vous rendez compte que c'est mieux, c'est mieux que le texte original, mais ce n'est pas encore assez intéressant. Vous reprenez le travail en remplaçant les verbes cette fois et vous voyez si c'est assez. Sinon, vous pouvez faire une étape supplémentaire, remplacer les adverbes aussi, jusqu'à temps que vous arriviez à un résultat vraiment intéressant. Le but du jeu, c'est pas de juste appliquer froidement la consigne, c'est d'aboutir à un résultat qui va être esthétiquement intéressant. Alors, si vous vous rendez compte que le texte ne tient pas la route, que ce n'est pas intéressant, renoncez, prenez un autre texte. Alors, on m'envoie un message, OK, vous êtes tout excusé. Voilà pour ça. Ça, c'est l'exercice donc, qui consiste en un S+7. Un autre exercice d'écriture sous contrainte, qui s'offre à vous comme possibilité, c'est la traduction antonymique. Alors, la traduction antonymique consiste en une réécriture d'un texte afin d'obtenir un sens contraire. Alors, vous prenez un texte, un poème, par exemple, vous allez chercher les antonymes de chacun des termes employés et parfois, c'est essentiellement une affaire de substantif, mais parfois, on va s'appliquer aussi à remplacer les verbes, à changer un verbe par son contraire, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours facile de retrouver exactement le mot contraire. Il y a une bonne part de licence poétique, là, de liberté par rapport à ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas toujours un sens contraire immédiat là, qui se présente à vous. Par contre, ça peut donner des résultats intéressants. Je vous donne un partage à nouveau, un document oulipien, celui qu'on voyait tout à l'heure. On regarde ça ici, et c'est la traduction antonymique de L'homme et la mer de Baudelaire. Alors, Charles Baudelaire écrit « Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. » Ça, c'est le texte souche. Et c'est toujours comme ça qu'on va désigner le texte original que vous entreprenez de réécrire. Okay? Le texte souche, celui de Baudelaire, est suivi de la traduction antonymique et ça donne la femme et la terre. Alors, l'homme et la mer sont remplacés par leur contraire, la femme et la terre. Femme esclave, jamais tu n'aimeras la terre. La terre est opaque.
Tu refuses ton corps dans le roulement infini de ton galbe et ton corps est une montagne plus sûre. Alors, on reconnaît quelque chose du souffle baudelairien, de la syntaxe. Bien sûr, ça va saboter la métrique, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas compter les syllabes pour m'assurer que vous avez respecté le compte. Ce qui est intéressant ici, c'est les choix qui sont faits d'images contraires, qui ne sont pas toujours évidentes à trouver, mais qui peuvent donner des résultats payants. Des fois, c'est original et on peut, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut les extraire, ces images-là. On n'est pas obligé de dire qu'on a procédé ainsi pour créer nos métaphores. On les extrait, les images les plus fortes, les plus payantes, et on entreprend d'écrire un autre texte à partir de ça. Le résultat qui va être donné par une traduction antonymique en soi est rarement intéressant et rarement suffisant en lui-même. Il va servir à développer tout un arsenal de métaphores, d'images qu'on va pouvoir exploiter dans d'autres textes qu'on va réécrire par la suite. Dans le cadre de l'exercice qui vous attend, vous n'avez pas à faire cet effort-là, mais si vous avez envie de pousser plus loin, si vous avez envie d'écrire un texte supplémentaire parce que vous n'êtes pas satisfait de la seule écriture antinomique que vous m'avez remise, vous pouvez très bien ajouter un poème qui serait une reprise des moments forts, des idées forces là, que vous avez dégagées à partir de cette écriture. Marie Brisson me demande, S+7, il faut absolument que le résultat ait un sens pour que ce soit intéressant, parce que ça me semble un peu improbable par rapport à la manière de procéder. Effectivement, ce n'est pas nécessaire que ça ait un sens. Et la plupart du temps, ça va être totalement absurde et vaguement surréaliste. Vous avez, par exemple, des gens qui, par le passé, ont réécrit Le Petit Bonheur de Félix Leclerc, et ça a donné un texte totalement incohérent, mais loufoque. Je ne me souviens pas du terme qui correspondait au Petit Bonheur exactement, mais c'était vraiment très, très drôle et vaguement pornographique aussi. C'était un peu déroutant. Je ne sais pas si on avait triché dans le choix des mots, mais ça donnait vraiment quelque chose d'absurde. Alors, bien sûr, il ne faut pas résister, il ne faut pas essayer de restituer une cohérence qui n'est pas là, mais c'est sûr que ça va vous paraître plus ou moins intéressant de tout remplacer, verbes et substantifs, ou pas, selon ce que vous allez voir là, dans le cours du travail. Vous allez vous rendre compte que les modifications ne sont pas assez significatives, substantielles pour que ça donne un résultat intéressant. Ça se peut que vous ayez envie de pousser plus loin, mais plus vous allez pousser plus loin, plus vous allez remplacer de termes, et pas seulement les verbes et les substantifs, mais les adverbes éventuellement, et plus ça va devenir à peu près illisible. Donc, faites attention à préserver un minimum de cohérence. Dans la simèse, la fraction, la cohérence n'est pas vraiment là. Il y a l'impression d'un délire verbal. Philippe Dufresne demande, on parle plutôt d'un travail de conversion que de création. On parle d'une traduction, effectivement, et on pourrait dire, mais ce n'est pas de la création, je suis en train de simplement traduire un truc, puis pour certains, ça va être un soulagement. J'angoissais à l'idée d'écrire un texte de création, mais là, mon prof me dit que tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un dictionnaire puis de compter. Alors, c'est un grand soulagement pour certains parmi vous. D'autres, ils voient au contraire une limitation en disant, mais ce n'est pas de la création. Non, effectivement, et si vous n'êtes pas content de ça, vous pouvez prendre une autre modalité pour le devoir, pastiche, qui va être plus satisfaisante pour vous peut-être, ou encore l'écriture automatique, ou vous portez ça plus loin, comme je disais, et vous extrayez de votre traduction antonymique ou de votre S+7 les métaphores les plus intéressantes et vous écrivez un texte à partir de ça, un poème, idéalement, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, qui reprendrait les images les plus fortes dégagées par votre travail. C'est qu'on parle d'un effort technique pour montrer comment l'effort technique, la contrainte, peut stimuler la création. Alors, j'arrête le partage, mais en fait, pour y revenir assez rapidement, parce qu'on va voir un autre mode d'écriture sous contrainte qui s'offre à vous aussi pour le devoir. Et encore une fois, vous choisissez ce qui vous parle le plus. Alors, outre le S+7 et la traduction antonymique, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle un hypogramme. Alors, c'est un texte où l'on s'abstiendra d'utiliser une ou plusieurs lettres choisies. Et ça peut s'étendre très longuement. Il existe un exemple fameux de Georges Perec qui a écrit un roman tout entier qui s'appelle La Disparition, où il n'y a pas de « e ». Alors, imaginez un roman très long là, où jamais la lettre « e » n'est employée.
C'est un tour de force, un exercice sous contrainte que s'est imposé Georges Perec. Et là, il ne s'agit pas d'écrire un roman dans le cadre de ce cours. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus court. Et on revient à notre document oulipien. Je le partage à nouveau avec vous. Ici. Alors, vous avez un exemple de l'hypogramme avec le texte souche ici. Souvent pour s'amuser, c'est Baudelaire, vous avez reconnu l'albatros. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Alors, on prend ce texte et on le réécrit, mais en faisant sauter une lettre, en l'occurrence ici le O. On n'a pas le droit d'écrire avec le O. Et là, à quoi ça rime tout ça? C'est d'apprendre à composer avec la contrainte. Quand tu es obligé de suivre une contrainte, ça te force à faire preuve de créativité, d'invention, parce qu'il faut que tu trouves des voies de contournement. Alors, c'est à ça que ça sert. Ça ne donne pas nécessairement un résultat intéressant, esthétiquement parlant, mais ça t'apprend à trouver des tours alternatifs. Au niveau de la syntaxe, tu es obligé de trouver des voies de contournement. Alors, le pélican, ça ne peut pas être l'albatros parce que, bien sûr, il y a un O là-dedans. Fréquemment, en s'amusant, les membres d'équipage prennent des pélicans, vastes planeurs des mers, qui suivent alanguis partenaires de périple, le navire glissant sur les abîmes amers. Alors, bien sûr, on ne pourrait pas partir de ça pour faire un texte intéressant. C'est vraiment un type de contrainte qui vise à développer sa syntaxe en trouvant des tournures alternatives. Alors, je ne recommande pas nécessairement ce type d'exercice pour le devoir, mais il y en a qui aiment essayer toutes les formules, qui vont faire un S+7, qui vont faire un lipogramme, qui vont faire une traduction antonymique parce qu'ils ont envie de faire du zèle. Sans E maintenant, ça redevient l'albatros. Toujours par plaisir, un marin captura l'albatros, animal au vol lourd, qui suit nonchalant compagnon du routard, un rafio glissant sur un val profond. Sans A, une mouette. Souvent pour jouer, les hommes de mer prennent des mouettes et boeurs en vol qui suivent modeste équipier des pêcheurs, un voilier qui vogue sur les gouffres profonds. Alors, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Il y a toutes sortes d'exercices oulipiens. On n'a pas le temps de tous les voir, mais certainement, retenez que Queneau a écrit des textes, des exercices de style dont on pourrait s'inspirer. Allez voir un peu ce qui s'est fait de ce côté-là et vous trouverez d'autres avenues possibles. Et c'est possible pour vous, même si vous avez envie d'aller voir plus loin, de me proposer une autre contrainte. Vous pourriez m'écrire et me dire, ben moi, ça ne m'inspire pas trop les S+7, les traductions antonymiques, les lipogrammes. Par contre, j'ai trouvé une autre contrainte qui me semblerait payante. Voici en quoi elle consiste et je pourrais vous autoriser, si je pense que ça peut être intéressant, stylistiquement, je pourrais vous autoriser à opter pour cette forme. Alors, voilà pour ça. Je retourne à ma présentation. Il y a le monoclavisme qui a été aussi proposé par Georges Perec. C'est l'écriture d'un texte finalement qui ne contient qu'une seule voyelle, la réécriture, la traduction d'un texte, mais en remplaçant toutes les voyelles par une seule et même voyelle. Et l'exemple de traduction monoclavique que donne Perec, c'est Le Corbeau et le Renard, une autre fable de La Fontaine. Vous allez voir que ce sont des textes très faciles à traiter. Souvent, les étudiants vont se rabattre là-dessus parce que les exemples que j'ai donnés, c'est Baudelaire et de La Fontaine. Donc, on va voir beaucoup de Baudelaire et de La Fontaine. C'est correct. C'est très, très intéressant. C'est très payant. C'est des textes assez courts. Ils sont faciles à travailler dans la perspective de traduction lipogrammatique ou monoclavistique. Alors, un monoclave, une traduction monoclavique de la fable Le Corbeau et le Renard, ça donne quoi? Ça donne, au lieu de Maître Corbeau sur un arbre perché, ça donne Merle perché serre entre le bec le bretzel, mère Fennec est présente, et Merle révérence, jette cette mère Fennec, Père Merle se penche et le bretzel descend entre les dents de Mère Fennec. Père Merle blême et Perné peste. Mère Fennec se délecte et rentre chez elle. Alors, vous comprenez que ce n'est pas nécessairement l'exercice le plus intéressant, mais pour un créateur qui veut s'exercer à écrire là, dans les contraintes les plus exigeantes, c'est certainement un tour de force d'avoir réussi à préserver un minimum de sens et de cohérence dans cette histoire qu'on raconte, où le fromage est remplacé bien sûr par un bretzel, c'est plus du tout la même chose, le renard par un fennec, etc. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'invention pour compenser les lacunes entraînées par la
contrainte. Et Marion souligne que c'est un bon exercice de diction. Effectivement, ce n'est pas facile à lire un texte comme ça. Un autre exemple, mais là, c'est du délire, là, et je ne vous invite pas à opter pour ce mode-là. Ça serait complètement fou, vous y passeriez trop de temps. C'est le palindrome. Mais ça fait partie des exercices que l'ouvreur de littérature potentielle ont employé, des exercices qu'ils ont explorés, qu'ils ont utilisés pour la création. C'est ce qu'on appelle un palindrome. C'est une phrase ou un texte qui est lisible dans les deux directions. Alors, vous voyez, par exemple, élu par cette crapule. Si je le prends à rebours, je me rends compte que c'est exactement la même chose. Élu par cette crapule. Le texte est parfaitement réversible. Alors, ça semble un tour de force d'avoir pensé à ça et d'avoir remarqué que ça pouvait se lire dans les deux sens. Et vous avez le suivant. « Et la marine va, papa, venir à Malte. » Et si on le prend à rebours, ça donne « Et la marine va, papa, venir à Malte. » Alors, vous comprenez que ça prend beaucoup de temps pour arriver à un palindrome et que le jeu n'en vaut pas la chandelle la plupart du temps. Mais il existe sur Internet des palindromes de plusieurs pages, complètement incohérents. J'en ai repéré un à un moment donné de 4 pages. C'est possible, qui se lisent dans un sens et dans l'autre. Mais attention, je ne crois pas que ce soit pertinent dans le cadre du devoir que vous avez à faire. De même, en route, je tourne, mais là, je pense qu'il y a une faute ici, ce n'est pas parfaitement symétrique. En route, je tourne, serait un autre exemple de palindrome. Il y a sexe vêtu, tu te vexes aussi, qui est souvent cité, qui se lit aussi bien à l'envers. Alors, tout ça pour vous dire que vous avez plusieurs options pour le travail final. Et j'arrête la présentation parce qu'on arrive au terme du cours. Alors, pour le prochain devoir, vous devez donc écrire soit un pastiche d'un extrait d'une œuvre de votre choix, éventuellement, soit un texte d'écriture sous contrainte surréaliste, du genre, bien sûr, des hasards objectifs ou encore de l'écriture automatique, ou soit encore un texte de contrainte oulipienne, un S plus 7, pas un palindrome, je ne vous le conseille pas, un lipogramme ou encore une traduction antonymique. Ou soit un mélange de plusieurs de ces exercices. Vous pourriez décider, moi, ce qui me tenterait, ça serait de faire un peu de tout et essayer de loger ça dans 3 pages. Alors, si vous êtes capable de réussir ce tour de force de tout expérimenter en peu d'espace et peu de temps, allez-y, ça peut être chouette. Ou bien vous le faites pour vous-même et vous retenez que l'exercice qui a été le plus intéressant. Alors, vous pourriez avoir expérimenté tout ça pour votre propre profit et ne me remettre finalement que l'écriture automatique parce que c'est ce que vous avez écrit le plus intéressant. Vous n'êtes pas sûr que le S plus 7 valait la peine finalement d'être lu ou d'être fait et l'écriture antonymique n'a rien donné de bon. Alors, vous me dites, ben voilà, c'est l'exercice que j'ai retenu parce que c'est celui qui donnait le résultat le plus payant. Et encore là, libre à vous d'en rester à votre première version, c'est-à-dire si vous faites une écriture automatique, la première chose qui vous est venue à l'esprit, avec un minimum de toilettage orthographique, parce que bien sûr, je vais corriger la langue, mais vous pouvez aussi procéder donc à une présentation où il y aurait le texte original, brut, la réécriture, toilettage stylistique, on fait orthographique à tout le moins, et on corrige les phrases un peu bancales, éventuellement une réécriture plus substantielle qui mènerait le texte plus loin, qui consisterait en un poème où on récupérerait les images fortes seulement, quitte à détourner un peu le propos original, même si ça n'a plus grand-chose à voir avec le texte original, le fait qu'on retrouve des images qui vont être inspirées par ça suffirait à rendre ça intéressant. Alors voilà, j'ai du temps pour les questions. C'est le moment s'il y en a qui vous passent par l'esprit. Oui. Claude Gauvreau, il ferait quoi? C'est-tu... parce que, pas l'exercice précédent, mais l'autre avant, ça ressemblait un petit peu à du Claude Gauvreau. Oui. Ça ou... Ben lui, c'est au niveau des sons, finalement. Il invente des sons, il invente des mots. Maragamuche, oui. dans tes Micmac, des choses comme ça. Et il y a l'invention chez Gauvreau d'un langage nouveau. L'exploréen. Oui, l'exploréen, qui fait qu'on est dérouté, mais il y a quelque chose d'étonnamment familier
et on comprend malgré tout des choses à travers ce langage totalement inédit. Donc, c'est une forme de contrainte qui s'est donnée et qu'il a explorée. Vous pourriez décider de faire quelque chose du genre. Mais bonne chance parce que c'est pas facile de faire quelque chose. C'est pas mon cas. C'est bon. Il est dans l'automatisme, non? Govro, c'est clairement, même historiquement, il est dans le courant automatique. Tout à fait. L'automatisme, qui est l'équivalent du surréalisme d'une certaine façon, là, historiquement, c'est un peu plus tardif, mais au niveau de la méthode, de la technique, c'est même un peu plus sauvage, même. Ben oui, et ça te donne des résultats intéressants. Donc, c'est pas exclu, là, si vous voulez opter pour une démarche du genre, ça peut se faire aussi, là. Il y a certainement un parallèle à faire entre les deux écoles automatistes et surréalistes là, dans les modes de création. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour le premier cours qui va prendre la forme canonique jusqu'à la fin d'une première partie théorique et d'une seconde partie en atelier. Et il me restait un dernier petit test à faire avec vous. Je voudrais essayer, je vais fermer la caméra et je voudrais essayer avec vous, qui êtes encore là pour une petite minute, d'expérimenter le partage des classes. Alors, prêtez-vous au jeu, s'il vous plaît. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.